Léo Kessler, bonjour. Bonjour. D'abord, comment s'est passé pour vous au départ ce désir de changer de genre ou de changer de sexe? Pourriez-vous nous raconter ce qui a déclenché ce- ce- cette émotion? Oui, bien sûr. Oh, ça remonte, hein. Donc, bon, moi, je suis sorti du ventre de ma mère. Enfin, plus précisément, je suis sorti du vagin de ma mère le 24 juin 1989, hein, donc il y a 36 ans maintenant. Donc, je suis né fille, en parfaite santé, mentale et physique, sans aucun problème. J'ai grandi dans une famille euh, moyenne à aisée. J'ai grandi dans une famille aimante, j'ai jamais eu de problème de violence ou quoi que ce soit. Une famille aimante. Euh, Depuis que j'ai environ 3 ans, je rejette tout ce qui est attribué au féminin. Donc je rejette mon prénom, je rejette les robes, je rejette tout ça. Et je sens un peu une sorte de décalage avec les autres en fait assez vite. Ah oui, Euh, dès 3 ans. Dès 3 ans, Vous avez ouais. des souvenirs de ça? Oui, j'ai des souvenirs de ça. J'ai des souvenirs de ça parce que, bon, aussi parce que ma mère, elle m'a raconté que quand elle m'approchait avec une robe, je hurlais la mort et que des petits détails comme ça, où j'ai des photos de moi où je suis, on dirait un petit garçon manqué. Enfin, voilà, quoi. Donc, ça a été vraiment, dès toute petite, j'ai refusé les attributs féminins et. Ah oui. Hmm. Et comment réagissaient vos parents? Oh, mes parents, ils réagissaient simplement en me mettant les habits que j'avais envie. Après, bon, pour le prénom, j'ai vu que je m'appelais de naissance Hélène Lia. Je j'aimais pas du tout Hélène parce qu'il y avait énormément de références à ce prénom, Hélène Ségara, Hélène et les garçons, et puis plein de sortes de petits euh, d'attributs qui sont collés à l'étiquette Hélène. Il y avait Hélène de Troyes aussi. Et puis il y avait aussi tous ces attributs au prénom, comme les Hélènes sont douces, gentilles, attentionnées. Je me rappelle que j'avais reçu un livre de mon prénom, puis ça, ça explore un peu les personnalités de la personne qui a le prénom, hein, de comment on est. C'est un peu caricatural, hein, Ouais, 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 mais j'imagine mais quand on gentille, est ouverte. Oui. exactement, elle aime le bleu, elle aime le rose, elle aime ce type de fleurs-là. Elle est de telle personnalité. Donc voilà, quand on est enfant, on lit ça, on fait un peu des liens et tout. Bon, moi, je détestais ça. Donc j'ai tout de suite rejeté Hélène très très tôt et je marquais l'IA partout. Ce qui m'a valu un peu des situations un peu spéciales parce que des fois je mettais l'IA en classe et puis on me reconnaissait pas Ah parce bon. que c'est Pourtant, il n'y avait c'était. pas de l'IA Ah, dans ah la ouais. classe. Pourtant, c'était Hélène Lia. C'est un nom composé. C'était un nom composé, mais c'était mon deuxième prénom, puis on le note pas le deuxième prénom la plupart du temps, donc Ah ouais. c'était normalement je m'appelais Hélène. Mais, voilà, j'ai Donc, rejeté très vite ce prénom. des parents qui comprenaient ce sentiment que vous aviez. Je sais pas s'ils comprenaient réellement ce qui se passait en moi. Cela dit, ils n'ont pas essayé de m'imposer en tout cas des robes ou des vêtements ou quoi que ce soit. Ils ont pas essayé de m'imposer des choses. Ils m'ont laissé vivre comme je voulais, quoi. Et comment ça se passait à l'école? D'abord à l'école primaire. Alors l'école primaire, bon moi j'ai eu une entrée scolaire assez tumultueuse parce que j'ai eu une grande difficulté à me séparer de ma mère quand on m'a amené à l'école. Du coup, on a dû me porter, j'hurlais, je pleurais, on a dû me porter en classe. On m'a enfermé dans la classe parce que voilà, j'essayais de sortir tout le temps. Puis en cours de récré, j'allais rarement parce que j'habite à côté de l'école, alors je fuyais et je rentrais chez moi. Donc ils m'enfermaient assez régulièrement dans la classe. Et puis voilà, sinon la plupart du temps je prenais mes jouets, je jouais toute seule dans la cour de récré. Les autres jouaient au foot, à la corde à sauter, à un 2 3 soleil. Moi je jouais toute seule avec mes Playmobil dans la cour de récré. Donc voilà, j'étais un petit peu en retrait comme ça. Mais ça m'a jamais vraiment posé de difficultés. Non. Non, Il n'y avait pas de rejet des il n'y autres. avait pas spécifiquement de rejet des autres du tout, quoi. C'est moi qui étais un peu dans ma bulle simplement. Ah oui.
Quelle chance quand même. Ok. Vous n'étiez pas ostracisé parce que vous étiez à part, Non, seul. non, non. C'est moi qui m'isolais simplement parce que j'étais un peu dans mon monde, quoi. Et le passage vers le secondaire. Alors, le secondaire, chez vous, c'est quoi les cycles et tout? Après, il y a l'adolescence. C'est-à-dire à partir de... On quitte l'école primaire à 11, 12 ans. À 12 ans, on commence 5 années de secondaire. C'est un peu l'adolescence, quoi. Oui, voilà. Bon, l'adolescence, ça a été terrible pour moi parce que il y a eu c'est vrai que quand on est jeune il n'y a pas trop de différence entre les garçons et les filles à part au niveau du sexe quoi mais sinon on voit pas trop la différence hein. Je veux dire à moins vraiment qu'on coupe les cheveux des garçons et qu'on laisse les cheveux très longs des filles et tout mais sinon il n'y a pas trop de distinction enfin moi je me sentais en tout cas très confondue avec les hommes et les femmes quand j'étais petite je ressentais pas du tout de décalage entre les garçons et les filles quoi je savais qu'il y avait une différence mais je me sentais vraiment uni avec les garçons. Je sentais vraiment pas un gros décalage. Après, il y a l'adolescence qui est venue, puis ben là, c'est vrai que il y a la morphologie qui change, il y a les règles qui arrivent, il y a les seins qui poussent, il y a les hanches qui gonflent, les cuisses qui viennent. Enfin, je veux dire, là, on commence vraiment à sentir la différence avec les hommes corporellement, Mhm. mais pas que, parce que évidemment, il y a aussi cet aspect de, d'être traité d'une autre manière parce qu'on est une fille, quoi. Ça aussi, on s'en rend moins compte quand on est très jeune, Ouais. mais à l'adolescence, le regard des autres qui change, le regard de ses parents qui change, ça c'est, on voit on nous regarde d'une manière beaucoup plus attentionnée, beaucoup plus sexualisée. Et du coup, ça pour moi, ça a été très, très compliqué, quoi. Ouais. Donc au début, j'ai essayé de faire un peu comme tout le monde. Voilà, moi j'avais un look très large. Et on m'a un peu fait comprendre qu'il fallait que maintenant je m'habille un peu comme une fille, que je m'habille comme une adulte. Enfin, je sens qu'on attendait de moi autre chose que juste des bonnes notes. Ah ouais. Oui. Les parents commençaient à mettre un peu de pression. Non, c'est pas les parents, c'est plutôt l'entourage en règle générale, quoi. La société, l'école, La société, l'école, les copains, enfin tout ça, comme on voit les gens, comme ils s'intègrent, quoi. les Donc, références de mode, les références de mode, le exactement. cinéma, tout ça. Exactement, c'est ça. Ouais, Ah ouais. ouais, ouais. Et là, il y avait une pression qui s'installait, là, qui arrivait là. Donc là, il y a une pression qui commence à s'installer, ouais, où on attend autre chose de nous que juste d'être gentil, aimable et d'avoir des bonnes notes à l'école, quoi. Là, on attend de nous de dégager quelque chose, de savoir ce qu'on veut, donc là, ça devient, le rapport à soi devient carrément plus compliqué, quoi. Donc j'ai essayé. Donc j'ai mis des pantalons serrés, du maquillage, des décolletés et tout. Donc j'ai joué le jeu et ben ça a accentué en fait le regard des autres quoi, simplement. Ouais. Ça a accentué le regard des autres, notamment bien évidemment beaucoup plus le regard des hommes. Et, euh, et c'était pas agréable quoi. C'était pas agréable parce qu'on sentait vraiment là qu'on attend quelque chose de nous de bien précis quoi. Avez-vous l'impression qu'il fallait avoir un petit ami ou avoir un amoureux? Il y avait cette pression aussi de commencer à avoir des relations interpersonnelles amoureuses. Exactement, oui, oui, bien Ouais, sûr. ça a joué ça aussi. Bien sûr, évidemment. Moi, j'étais dans un milieu sportif. À l'époque, je faisais de l'équitation à un bon niveau. Et du coup, voilà, il y a tout un groupe de copines et puis des gens qui sont aussi plus âgés. Et puis dès qu'on commence à rentrer un petit peu dans le relationnel, et voilà, c'est des personnes qui à chaque fois que je me rapprochais d'un homme, par exemple, qui me disaient est-ce que tu as pris la pilule, t'es allé chez le gynéco, oublie pas les capotes, enfin, qui me mettaient en fait toute une pression autour de ce que je devais découvrir, qui fait que ça me répulsait énormément. Et tous les petits copains que j'ai eus, je les ai très vite abandonnés parce que je,
je me sentais plus à l'aise en fait de continuer avec ce que je voyais qui m'attendait derrière, quoi. Il y a eu quand même des essais, c'est-à-dire Bien d'avoir sûr, des petits j'ai eu des petits copains. copains, Ouais. j'ai couché avec un garçon la première fois, j'avais genre 15 ans. Et puis quand j'ai eu 16, 17 ans, comme ça, je me suis déclaré homosexuel. J'ai rencontré une fille, hein, et puis je me suis déclaré homosexuel. Parce que le désir homosexuel naissait. Quand on dit Alors, déclaré, ça veut dire que c'était progressif. bon, depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 3 ans, je regardais aussi les filles et les garçons. J'ai toujours eu une sorte d'attirance envers les deux sexes en soi. Mais j'ai grandi dans un milieu très hétérosexuel, avec des modèles très hétérosexuels. Donc, ben, pour moi, j'ai même à l'époque, c'est loin quand même. Il y a passé 15 ans. Je je savais pas trop ce que c'était l'homosexualité ni ce que c'était être lesbienne, quoi. C'est seulement quand quand on commençait à voir un peu des séries à la télé, qu'on avait aussi beaucoup plus de représentation dans la société, que après ben j'ai grandi, que je suis tombé sur une fille sur qui j'ai craqué, que je me suis dit ah en fait je suis homosexuel, quoi. Ah oui. L'attirance envers cette femme, cette jeune femme, a déclenché une assurance. Je suis homosexuel. Ouais, ouais, Une révélation, on pourrait dire. une révélation, ouais. Donc après, j'ai vécu, donc je me suis déclaré homosexuel et j'ai vécu homosexuel pendant jusqu'à mes 23 ans, comme ça. Donc j'ai eu plusieurs copines. En étant très bien, en étant En, épanoui. en étant très bien épanoui. Bon, après, c'est vrai que c'était aussi compliqué une fois qu'on se déclare homosexuel, quoi, parce que, bon, ben, surtout pour les femmes, parce que, ben, on est quand même, on est obligé de toujours justifier qu'on est bien homosexuel, que c'est pas juste une passade, que genre on n'a pas eu que des c'est pas on n'est pas homosexuel parce qu'on a eu une mauvaise relation avec un homme ou une mauvaise expérience, donc voilà. Puis bon, bah se balader dans la rue avec une fille, quand deux filles se baladent dans la rue, c'est aussi beaucoup de regards, Ouais. et puis c'est pas toujours évident à porter, quoi. Qu'en pensaient vos parents? Mes parents ont très bien accepté l'homosexualité. Ils avaient, moi j'ai ma grande tante qui était homosexuelle, donc ça a vraiment pas été un souci. Milieu familial très ouvert. Milieu familial très ouvert. Ça doit aider à poser sa personnalité, de poser les choix ou les ressentis qui naissaient, d'avoir une famille non jugeante Mhm. et, euh, et enveloppante. Oui, oui, alors ça, de ce côté-là, mes parents, ils ont accepté mes compagnes à la maison. J'ai vraiment pu vivre mon homosexualité sans aucun problème, sans aucun jugement. Ça, j'ai eu aucun problème de ce côté-là, quoi. Vous vous sentiez homosexuel ou bisexuel? Non, alors la bisexualité, j'en ai vraiment rarement entendu parler dans ma jeunesse. Et les seules fois où j'en ai entendu parler, c'était quand même sur une définition de gens indécis, Entre deux. entre deux, qui savent pas ce qu'ils veulent. Donc en fait, c'est vrai que dans la communauté, il y a les LGB, mais les B, on n'en entend jamais parler. Ils revendiquent rien, les B. Et les Les B B, revendiquent rien. ils revendiquent d'avoir la paix. Ouais, peut-être. Donc, donc on parle de début vingtaine. Vous étiez toujours à l'école à ce moment-là. Comment ça se passait au niveau scolaire? Au niveau scolaire, moi je fais sport-études, donc je finis l'école, je fais l'école que le matin, après je fais de l'équitation l'après-midi. Je rentre dans le cadre suisse en équitation, donc ça je participe à énormément de compétitions internationales. Je fais de la compétition de saut d'obstacle avec les chevaux. Donc voilà, ça a été une grosse partie de ma vie, hein. Et, Vous étiez heureuse? oui, 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 j'étais heureuse, bien sûr. Bien sûr, bon, j'étais ado, je vivais plein de trucs, j'avais un sport, voilà, j'essayais de, j'essayais d'avancer avec tout ce que, tout ce qui m'arrivait, comme ressenti. Mais il n'y avait pas de traumatisme intérieur, il n'y avait pas de doute, c'était je me sens homosexuel, je suis sportive, j'ai des amis, ça se passait assez bien.
On essaye de s'intégrer comme on peut en voyant les modèles qu'on a autour de nous, de comment il faut se comporter, de qu'est-ce qu'il faut, de qu'est-ce qui est plus valorisé, que ce soit au sein du groupe social ou au sein de la société. Donc on essaye de jouer là-dessus, de rentrer dans le game, hein. Et puis de s'imposer, et d'avoir aussi sa petite part de, d'attention et de, ouais, De de reconnaissance. reconnaissance, exactement. Oui, Exactement. d'être accepté, reconnu, valorisé, C'est ça. aimé. Ça se passe assez bien. Ça se passait assez bien, ouais, ouais. Bon, moi, j'ai toujours été une personnalité quand même assez timide, introvertie et tout, mais je me suis jamais laissé euh, trop envahir par ça. Donc, même si j'étais pas bien, même si j'avais peur, même si j'ai quand même toujours foncé. Voilà, mais Une force tranquille, on pourrait dire. Timide ou réservé, mais avec une conviction d'avancer. ouais, du caractère, mais dans une personnalité très, quand même très, très sensible dans le sens euh, pas mal d'angoisse, pas mal de peur. Ah oui? Oui, oui, je suis une personnalité plutôt angoissée, ouais, ouais. Quel genre de peur vous aviez? Euh, Bah, je pense la peur d'être rejeté, la peur de ne pas plaire, la peur d'être à côté de la plaque, de pas faire partie du groupe, tout ça, quoi. Bon, des peurs, disons, qui sont standards ou très répandues là, à début vingtaine. On parle toujours de début vingtaine. Oui, C'est assez courant. bien sûr, Est-ce que j'ai ma place? D'abord, est-ce que je m'aime? c'est Est-ce ça, qu'on m'aime? c'est ça. On passe tous à travers ça. Donc, vous aviez un développement, euh, je ne vais pas dire normal parce que j'aime pas le terme, mais ça allait de soi, là. Ça avançait dans une Oui, forme de normalité. oui, en soi, oui, oui. Je pense pas que normalité soit, enfin peut-être aujourd'hui, mais normalement c'est pas censé être un mot péjoratif. Donc ouais, ouais, on peut dire que j'ai eu une enfance normale, bah, pas sans accrochage non plus, hein, parce que évidemment les femmes ont souvent, c'est souvent pas le cas qu'on n'a pas d'accrochage, que ça soit un moment de sa vie en tout cas. Mais, mais oui, en règle générale, j'ai grandi dans une famille heureuse. J'ai eu tout ce que je voulais. J'ai pratiqué un sport très, très tôt dans lequel j'étais très doué. J'ai eu des copines, des copains. J'étais doué à l'école, même si j'en avais rien à foutre. Mais voilà, non, non, tout s'est bien passé. À côté de ça, je cultivais quand même une sorte de rejet de moi-même, une angoisse profonde de, du contact humain. Donc Ah, voilà. Oui, bon, parce que, je sais pas, si par exemple il fallait euh, je sais pas, c'est gérer la communication relationnelle. Il y a un tas de codes. Comment faut dire bonjour, comment faut se comporter, comment il faut socialiser en fait. Et, euh, et ça, c'était assez dur, mais j'ai appris. un apprentissage par lequel on passe tous, là. Oui. Comment entrer en contact, comment prendre sa place en société. Donc, début vingtaine, ça avançait. Vous étiez homosexuel, mais Mhm. c'était accepté par votre environnement. Oui. Vous étiez heureuse en amour. Parfois, il y avait des ruptures et Oui, tout oui, ça, oui. comme, Comme tout le monde. comme tout le monde, comme tout le monde. Et puis, comment se fait l'avancée dans votre vingtaine, là? Racontez-moi comment ça évolue. Bah, j'ai commencé à ressentir un gros décalage avec les filles en fait. Parce que ben, je vivais dans ce monde homosexuel et je voyais des filles très très différentes. Et quand je discutais avec ces filles, j'avais l'impression qu'elles ressentaient un peu la même chose que moi. C'est-à-dire ce décalage avec les femmes, quoi. Surtout quand je parlais avec des filles qui étaient très masculines, parce que au début, ben, je disais que j'avais essayé d'avoir des vêtements très typé féminin et tout, mais c'est vrai que quand j'ai déclaré que j'étais homosexuel, ben ça m'a aussi beaucoup arrangé parce que j'ai pu retourner dans des vêtements très très larges, des trucs de garçon, et ça a été une porte de sortie pour moi qui a été aussi intéressante. Et puis, quand je discutais avec ces filles qui étaient très masculines, je pensais qu'elles sentaient le même décalage que moi,
avec les filles qui sont féminines en fait. Mhm. Et je me suis rendu compte que en fait non quoi. En fait, ces filles elles étaient hyper masculines, mais elles avaient aucun problème avec leur sein, elles avaient aucun problème avec leur sexualité, elles avaient aucun problème avec leurs règles, aucun problème avec leurs problèmes de femmes, en Ah ouais. fait. Aucun problème, quoi. Elles étaient très fières d'être des femmes, etc., quoi. Homosexuels et très fiers d'être femmes, bien dans leur peau. Exactement, ouais. Et moi, c'était pas ça, en fait. Je pensais qu'elles étaient plus comme moi parce que je pensais qu'elles sentaient un décalage aussi avec les autres, les filles, hein. Enfin, moi, je sentais vraiment un décalage avec les filles qui me faisait un peu perdre ce sentiment d'appartenance à mon groupe, en fait. Du coup, j'ai essayé de continuer à discuter avec des femmes, mais c'est vrai que elles avaient pas sentaient pas de décalage avec les filles, quoi. Pourtant, vous les aimiez, les femmes. Vous étiez attiré par les femmes, mais vous sentiez une différence avec elles. Oui, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été attiré par les filles qui étaient très féminines. Donc, j'aurais pas pu à l'époque sortir avec une fille qui était masculine parce que pour moi, c'était pas vraiment une fille. Et, du coup, ces filles féminines, pour moi, elles, c'était vraiment des filles, quoi. Donc, voilà. De nouveau, cette construction autour de qu'est-ce que c'est une fille. Hmm. Mais vous viviez un décalage par rapport à votre propre identité. Ouais, je pense que les filles qui performaient dans la féminité, pour moi, c'était ça, être une femme, quoi. Ouais. Mm. Et vous étiez pas ça. Et moi, j'étais pas ça, quoi. En tout cas, je voulais être pas ça. Et comme ce que je voyais, ça me plaisait et que ça représentait la féminité, donc ça représentait être une femme, bah, c'est pas ce que j'étais. Donc, au fur et à mesure, je sentais que je n'ai que j'étais que en fait je grossissais mon décalage avec les femmes, quoi. Intéressant. Vous étiez attiré par elles, mais dans votre propre regard est un peu plus diffus par rapport à votre féminité. Mhm. Ah oui, c'est intéressant. Vous les aimiez, mais vous, personnellement, il y a un truc qui accrochait. Bah, plus je sortais avec des filles féminines, plus je sortais avec des filles qui performaient dans les stéréotypes, Ouais, et plus en fait je me sentais en décalage avec elles, ouais. et plus je me sentais mal dans mon identité de femme, en fait. Ah ouais. Donc voilà, au fur et à mesure, bah, en fait, elles, ce sont des femmes, des vraies, et moi, je suis pas une femme, quoi. Mais vous aviez sûrement rencontré des homosexuels, des lesbiennes, Mhm, qui avaient des allures ou des comportements plus masculins. mhm. C'était pour vous acceptable? Oui, oui, bien sûr, j'ai toutes mes potes, elles étaient très masculines, hein, donc c'était des amis. Et c'est à force au début, c'est un sentiment où je sens que j'ai un décalage. Et puis après, à force de discuter avec ces filles-là, je sens que elles n'ont pas en fait ce décalage avec les autres filles féminines, en fait. Parce qu'elles, elles sortent autant avec des filles masculines que féminines, que... Ah oui, oui, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'elles, malgré leur apparence ou leur envie de s'afficher d'une façon plus masculine, Oui, elles étaient en paix avec ça. exactement. Alors que moi, plus j'ai commencé à sortir avec des filles féminines qui performent dans les stéréotypes de genre, donc talons, mini-jupe, monstre décolleté, maquillage, tout quoi, plus je déteste mes seins, je les cache, plus je m'habille large, plus je me masculinise. Et puis du coup, ben, ça fait une sorte de renvoi à moi-même qui fait que plus je sors avec des filles féminines qui performent, plus moi je me sens pas femme et je ressens un décalage. Est-ce que les autres vous rassuraient? Est-ce que vos amoureuses ou vos amis tentaient de vous rassurer dans ce dilemme ou dans cette perception un peu diffuse? Non, parce que en fait, comme on est un peu dans une phase, enfin dans une phase, à l'époque,
on disait, il faut pas juger les autres, il faut les écouter, faut les laisser vivre. Si c'est pas, vu que c'est pas ce que je vis moi, je peux pas juger l'autre. Donc en fait, en soi, on laissait un peu une sorte de portail d'exploration et de dire bon bah si tu ressens autre chose, tu ressens autre chose quoi, c'est pas grave quoi. Donc c'était accepté, là, cette espèce de doute que vous aviez par rapport à votre propre identité, Oui, c'était accepté comme un cheminement naturel. oui, oui, cheminement naturel, je sais pas, mais une différence en tout cas qui porte pas plus de questions en fait. Cependant, l'attirance pour les femmes était toujours là. L'attirance pour les femmes était toujours là, oui. Mais votre regard changeait. Vous étiez plus ou moins à l'aise dans votre corps de femme, ou dans votre identité féminine. Oui, enfin moi j'étais plus du tout à l'aise dans mon corps quoi déjà là. Ça commençait déjà. Je suis devenu homosexuel et puis après je suis sorti avec des filles et puis plus je suis sorti avec des filles plus ça a commencé à se dégrader quoi. Sur Pa- l'image que j'avais de moi-même. Ah oui. Parce qu'il y avait cette comparaison avec, entre guillemets, les femmes féminines, avec les attributs qu'on connaît, là. Vous parlez de jupe, talons, Hmm. maquillage. Vous avez ressenti un décalage Oui, avec votre propre perception. oui parce que moi je me dis que j'aime les femmes et que ce que représente pour moi une femme c'est ça. Et vu que ça, c'est une femme, et puis que ces femmes-là bah, sont extrêmement épanouies et à l'aise dans leur corps et à l'aise avec l'ensemble des problèmes qu'elles ont, c'est-à-dire leurs règles, les problèmes de femmes, quoi. Et ben moi qui ne le suis pas du tout, je, je- je- je commence à me dire qu'en fait je ne suis pas, je suis pas une femme, quoi. En fait j'ai commencé à dire gentiment, à basculer en me disant je suis un mélange des deux, ou je suis genre ni l'un ni l'autre. C'est ça que j'ai commencé à me dire. Parce qu'il y avait aussi un malaise par rapport au fonctionnement féminin, c'est-à-dire les Oui, règles et tout ça. Vous étiez en porte-à-faux avec ça. j'étais en porte-à-faux avec les règles, donc les règles c'est la gynécologie, Ouais. donc j'étais en porte-à-faux avec ça. J'étais en porte-à-faux avec les vêtements, avec les seins, parce que ben voilà, c'est la première chose qui est un peu Visible. visible et en contact avec les gens et ce que tout le monde regarde Ouais. et qui est extrêmement sexualisé. Enfin, je veux dire, pourtant ça pourrait être la même chose qu'un bras, mais non, c'est des seins quoi. Et puis la sexualité, ma sexualité aussi, où je me renfermais toujours plus. Ah ouais. Et Ouais. tout ça en étant en contact avec des femmes au niveau amoureux, vous vous sentiez attiré par les femmes, mais malgré ça, Mhm. il y a un décalage qui s'est créé par rapport à votre propre féminité. Mhm. C'est quand même surprenant parce qu'on pourrait penser que le fait d'aimer les autres femmes aurait pu vous aider à vous aimer vous-même. Ouais, peut-être. Je sais pas. C'est vrai que pour ça, il aurait fallu peut-être plus de modèles différents, en fait. Mais c'est vrai que là, ben, il y a les hétéros et les homos. Les hétéros, ils sont comme ça, les homos, ils sont comme ça. Donc il faut un peu choisir entre ces deux choses-là. Et puis ces deux mondes qui ont une culture quand même très forte dans les codes, que ce soit vestimentaire ou de parler, ou de position, ou enfin de mimique, de gestuelle, etc. Ces deux cultures quand même, malgré tout, et qui ont des codes. Et ce décalage qui commençait à s'installer, comment avez-vous géré tout ça? Bah très mal. J'ai très très mal géré. J'ai senti toujours plus mal avec mon corps. Donc, ben voilà, avec les filles, quand j'avais des relations sexuelles, je me laissais pas du tout toucher ou quoi que ce soit. Donc, ça a commencé à vraiment beaucoup plus euh, toucher mon intimité, devenait vraiment malaisant au possible. Il y avait un malaise corporel. Il y avait un malaise corporel très fort, ouais. Et puis, ma poitrine aussi, c'est ça ce qui a commencé vraiment aussi à me, à, à me dégoûter, à me répulser au possible aussi. Donc au début, ben, je mettais une sorte de binders, des trucs qui aplatissent et tout. Après, ben, quand je voulais mettre des décolletés pour avoir une chemise un peu ouverte, ben, j'ai commencé à scotcher mes seins sur les côtés. Donc bon, bah là, c'était aussi qui m'a créé énormément de vergetures. Enfin, c'était vraiment
déjà une sorte de mutilation, une sorte de maltraitance envers moi-même déjà assez forte. Et puis, euh, et puis ben, j'ai commencé à chercher en fait, à chercher qu'est-ce qui m'arrivait, quoi. Pourquoi je me sentais comme ça, pourquoi je sentais un décalage avec les autres, pourquoi je me sentais mal dans ma peau, pourquoi quand j'étais petite, en fait, j'aimais pas les robes, comme tout le monde, comme toutes les filles, que, je rêvais que j'étais un garçon souvent quand j'étais petite. Pourquoi en fait j'avais tout ça Alors j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à aller voir des psychologues à gauche à droite. Mais à chaque fois que j'allais les voir la première fois et que je leur expliquais ce que j'avais, eh ben, ils étaient toujours bon, il y en a qui comprenaient vraiment pas du tout ce que je leur expliquais. Il y en a qui rigolaient, il y en a qui passaient d'un sujet à un autre pour pas discuter de ça. Donc j'allais les voir une fois et je partais, et je cherchais, j'allais voir quelqu'un d'autre, je partais. Et ça a continué comme ça pendant un moment, jusqu'à ce que je tombe en fait sur un site internet qui parlait justement d'identité de genre. Enfin, bon, à l'époque, c'était pas vraiment d'identité de genre. À l'époque, ça parlait de transsexualisme, en fait. Ouais. Et du coup, ben, je suis allé dans cette direction. Je suis allé voir une association. C'était un projet. Ça vous a parlé, ça? Ça m'a parlé. Ça m'a parlé. Oui, c'était un désir profond. C'était une association qui était accolée aux associations homosexuelles. Donc voilà, moi j'étais déjà dans les associations homo, donc c'était assez facile pour moi aussi de passer juste le palier de porte en fait, qui était de l'autre côté. Ouais. Et puis ben voilà, là c'est on rentre dans le dur quoi. On vous a accueilli. Alors là ouais, j'ai passé la porte et puis j'ai découvert ce nouveau monde quoi en fait, ce monde où je rencontre cette personne qui a déjà fait une transition, qui m'explique comment elle se sentait, comment elle se sent maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait. Euh, elle m'explique aussi que ben, elle ressent exactement la même chose que moi, que ce que je ressens c'est tout à fait normal, que je suis pas du tout seul. Donc ouais, pour moi c'est vraiment la découverte d'un monde qui répond à mes questions, qui est ouvert, qui est le lieu que je cherchais et qui va résoudre mes problèmes en fait. Ce lieu qui accueille l'ambiguïté qui commençait à naître en vous. Là. Suis-je femme? Je n'aime pas les attributs féminins. Là, il y avait un lieu de parole. Exactement, oui, 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 c'est ça quoi. Là, j'ai trouvé l'adresse qui pour moi était la réponse à mes questions et à mes ressentis que j'ai depuis que je suis toute petite quoi. Mm. Quelles ont été les étapes par la suite? Les étapes par la suite, c'est que ben je rencontre cette fille, je rencontre cette association, je commence à me renseigner sur le transsexualisme. Je vois qu'en fait, tout le monde avait tort et que c'est moi qui avais raison. Quoi. Je savais très bien ce que je ressentais et en plus c'est vrai. Et en plus j'ai trouvé l'endroit qui va m'aider quoi. Donc voilà, je remarque que mon envie de plus avoir de seins, bah, en fait, c'est tout à fait normal que mes seins, que j'appelais même plus des seins, pour moi, c'était des excès de graisse, c'était déjà plus des seins. Donc voilà, les filles ont des seins, moi j'ai des excès de graisse, je ne suis donc pas une femme. Et après, ben voilà, cette association qui était à Lausanne, elle travaille avec une équipe pluridisciplinaire de médecins en fait. Donc, ils m'ont tout de suite dit, bah, tu peux aller voir ce médecin-là, qui est professionnel, spécialiste, et tu pourras aller lui parler, et puis lui, il va t'aider pour ce que tu veux, en fait. Ça allait vite, là. L'enclenchement du processus, c'est assez rapide. Oui, oui, ben, c'est rapide de leur côté parce qu'ils sont entourés de professionnels, donc l'association, donc c'est rapide de ce côté. Et puis c'est rapide de notre côté, enfin de mon côté en tout cas, parce qu'une fois que j'ai trouvé la réponse, ben, je veux dire, là, il n'y a plus qu'une seule envie, quoi, c'est d'avancer, quoi. La réponse est venue rapidement. Ouais, la réponse, elle est venue tout de suite quand j'ai su que j'étais pas seul. Ah ouais. Bah oui, parce que quand vous savez que vous n'êtes pas seul, c'est que en fait, enfin, c'est pas vous qui avez un problème, quoi. Il y a il y a d'autres gens qui sont comme vous, donc s'il y a d'autres gens qui sont comme vous, ça confirme bien
que ce que vous êtes, c'est normal et c'est juste, quoi. Que ça Et existe. que ça existe, exactement. Donc si les autres ils existent, ben, c'est que moi aussi j'existe comme ça, quoi. Mm. Est-ce que vous avez fait une exploration psychothérapeutique en parallèle de cette découverte de l'association? Bah, je suis allé voir plein de psy, comme je vous ai raconté, mais en fait, personne n'a réussi à prendre mon cas pour discuter plus profondément, etc. Alors, je veux pas dire, je veux pas mettre non plus toute la faute sur les psys. J'étais mal dans ma peau, j'avais une idée bien précise de comment je me ressentais et de ce qu'il fallait me dire, et je l'ai pas trouvé, quoi. Je voulais dire, une fois que vous avez découvert l'association en question, Mm. est-ce qu'il y a eu, en parallèle de la découverte de l'association, est-ce qu'il y a eu aussi, grâce à eux, une exploration Mais psychique? oui, alors j'ai, par le biais de l'association, j'ai donc eu les coordonnées d'un psychiatre spécialiste et je suis allé le voir. Et quand je suis allé le voir, ben en fait, j'ai compris que tout était juste en fait. C'est tout ce que je ressentais, mon décalage quand j'étais enfant, mes rêves, comment je me comportais, mon décalage avec les filles, tout ça, j'ai juste compris qu'en fait, c'était parce que j'étais trans en fait. Donc, ben pour moi, c'était vraiment un soulagement et une révélation aussi de pouvoir dire à tout le monde, regardez, moi je suis ça, je suis pas comme vous, et tout ce que je ressentais comme décalage, eh ben, j'avais bien raison de me sentir mal parce qu'en fait, j'ai un diagnostic, quoi. Je suis transsexuel, quoi. On est venu confirmer le malaise ou l'ambiguïté que vous aviez. Oui. De par cette confirmation, on m'a aussi dit que, parce que moi, en fait, à l'époque, pour être pris en charge par les assurances, il fallait 2 ans de suivi psy. 6 mois de prise de testostérone et après on avait le droit à l'accès à l'ablation. Sauf que bon, bah, comme ils avaient apparemment déjà bien bossé sur la thématique, et ben ils m'ont dit, toi, si tu veux, parce que moi je voulais pas prendre de testostérone, quoi. Moi c'était juste mes seins que je voulais pas, quoi. C'était vraiment ça. Et vu que je me sentais ni homme ni femme, ça allait un peu bien dans ce que je ressentais. Et c'est vraiment ce qui me posait vraiment le plus de problèmes, c'était vraiment ma poitrine. Et du coup, il m'a dit, tu as besoin que 3 mois de suivi, et puis c'est bon, tu pourras avoir accès à l'opération. Sans frais. Sans frais, ce sera pris en charge et tout, machin. Donc moi, j'étais hyper contente de ne pas avoir besoin d'aller voir un psy, parce qu'au final, moi, je me sentais pas malade. Je me sentais pas malade, j'avais pas besoin d'aller voir un psy, en fait. J'avais juste un mal-être, oui, ok, mais je me sentais pas folle, quoi. Donc, je veux dire, pour moi, aller voir un psy, c'était terrible. Enfin, je savais ce que j'étais, on m'a confirmé ce que j'étais. Pour moi, c'était terminé, quoi. Et du coup, bah, ça m'a arrangé parce qu'il m'a dit, oh, on se voit 1 ou 2 fois. Et puis après, moi, je m'occupe des papiers. Donc, bon, 3 mois de suivi ont passé, mais j'ai vu la personne que 2 fois, quoi. 2 fois et c'était réglé, quoi. Il venait confirmer ce désir de changement. Oui. Et il m'a juste aussi dit que voilà, il fallait faire telle procédure, etc. On s'est vu 2 fois. Et puis après, bah, ça a évidemment coincé au niveau des assurances. Les assurances n'ont pas voulu payer mon opération. Donc là, ben, ça a été une période hyper compliquée parce que j'étais très mal. On m'avait dit que ça allait être OK. Et puis derrière, c'est comme si la société me disait non, en fait, on t'accompagnera pas là-dedans. Donc en fait, je me suis senti ben, rejeté, humilié, enfin vraiment, parce que on prenait pas en considération ni mon mal-être, ni ce que j'étais. Et puis que c'est comme si on était contre moi, en fait. Toute la société était contre moi. Donc j'ai bataillé autant que j'ai pu en demandant aux associations de me recommander des courriers, de m'aider pour faire plier les assurances qui n'ont jamais plié. Donc j'étais dans un état tellement de détresse que bah, j'ai payé moi-même mon opération en clinique privée à l'âge de 24 ans. Après avoir vu 2 fois le psy et eu 2 fois le chirurgien plastique, quoi. Et quand on paye nous-mêmes, on n'a pas besoin d'approbation.
complexe, là. Ben si, parce que ça rentre quand même dans le trouble du transsexualisme. Ouais. Et puis, le chirurgien ne va pas opérer sans avoir un certificat médical, enfin une confirmation du diagnostic du, euh, Du médecin traitant, du psychiatre. du Donc, psychiatre. donc en fait, c'est juste que j'ai eu la possibilité de pouvoir payer l'opération, que ça a été fait juste plus rapidement. Mais en soi, si j'avais attendu, les assurances auraient plié au bout d'un moment, quoi. Ça, c'est évident. Parce qu'il fallait un 6 mois plus un 3 ans, c'est ça? Oui, alors le psychiatre a essayé de se bagarrer avec les assurances en mentionnant des lois des droits humains, en fait, en essayant de jouer sur tout ce qu'il avait comme outil, en fait, pour pouvoir faire payer cette opération. Mais à l'époque, il y a 10 ans en arrière, ça a pas marché, quoi. On plaidait l'urgence, j'imagine. Faut le faire vite, faut On le faire plaidait, maintenant. on plaidait l'urgence, on plaidait le fait que lui soit un professionnel qui sache ce qui est que... Ça, on va pas dire ça. On plaidait l'urgence, on plaidait le fait que il y ait des droits humains. Donc voilà. Vous étiez en accord avec la proposition de changement. Vous désiriez l'ablation des seins et on vous a dit d'accord, allez-y et vous avez payé vous-même l'opération. Oui, C'est très cher, j'imagine. oui, oui, ça coûte à peu près 10 000 francs. Donc voilà, ma mère avait fait un compte épargne pour quand j'aurais 18 ans et là à 24 ans bah, j'ai lapidé mon compte épargne. Et voilà, j'ai fait cette opération en clinique privée parce que ben, pour moi c'était trop dur d'attendre. C'était trop dur d'attendre dans dans un contexte où on m'avait dit que j'attendrais pas Ouais. et un contexte où j'ai l'impression que la société est contre moi. Donc il y a cette urgence et ce contexte qui fait que j'étais là, moi je vous emmerde, On y va. on y va quoi. En plus, les parents étaient soutenants. Mes parents étaient soutenants, ça va. Ma mère elle m'a accompagné mais elle était pas, pour elle c'était très compliqué, ouais, ça a été très compliqué. Elle acceptait. Comment elle vivait ça? Euh, Ma mère, elle l'a vécu de manière très violente parce que ben elle l'a vécu personnellement. Elle a accouché d'une fille, elle-même à dessein. Euh, pour elle, c'était hyper violent, ouais, ça a été hyper violent. Mais bon, ça, je l'ai su que par la suite, hein, mais au début, elle me disait que c'était de la mutilation, qu'il fallait pas le faire, et puis après, je lui ai genre tout balancé, tout ce que les assauts, tout ce que j'avais appris et tout, et après, elle s'est tue et elle m'a accompagné, quoi. Elle est restée avec moi, elle m'a accompagné, ouais. C'est fort quand même. Ah oui, oui, c'est super fort, ouais, 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 c'est clair. Ouais. Quel lien. Elle voulait préserver le lien, j'imagine Elle voulait aussi. préserver le lien, oui, oui. Et puis bon, voilà, en face, vous avez une personnalité assez forte, même qui est pleine de doutes, mais ça se voit pas du tout. Et puis, vous avez quelqu'un qui est aussi convaincu. Donc, ben, quand vous êtes convaincu, c'est facile de convaincre les autres aussi, quoi, que c'est la bonne solution et qu'il n'y a pas d'autres solutions, quoi. À 24 ans, ablation des seins. Oui. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Alors, je me réveille de l'opération. Je suis dans un état pitoyable, je pleure, je suis en crise d'angoisse, je suis hyper mal. La première fois que je me fais opérer de ma vie, alors que ben, j'ai eu plein de fractures aux pieds, aux bras et qu'il fallait m'opérer que j'ai jamais voulu. Mais là, voilà, je me suis dit qu'il fallait le faire, donc voilà. Donc grosse, c'était très difficile le réveil. Euh, Après, ben, ambulatoire, donc ben, voilà, vous vous réveillez, vous avez des poches avec des drains. Vous avez plus de sein. Et je suis resté un jour à l'hôpital et après j'ai fait la convalescence chez ma sœur qui habitait à Lausanne. Et là ça a été très 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 compliqué. J'avais des idées noires de plus en plus fortes, des crises d'angoisse de plus en plus fortes. Et ben, j'ai clairement failli me sauter du balcon de ma sœur un soir. Et voilà. Après,
J'ai écrit aux associations qui m'ont dit que c'était normal, qu'il fallait de la patience, qu'il fallait que le corps s'y fasse, que tout le monde passait par là et que c'était tout à fait normal, qu'il fallait pas que je m'en fasse. Et, euh, et voilà, toute la période pendant les 2 mois où il a fallu regarder ce corps modifié, où il a fallu s'occuper de ces cicatrices béantes qui étaient pas belles du tout. Bah, ça a été, enfin pour moi c'était, enfin à chaque fois que je devais enlever les pansements pour nettoyer et tout, j'avais des envies de vomir, j'étais hyper mal. Et puis après ça a commencé à cicatriser et puis j'ai commencé à me dire que bah voilà en fait je voulais pas me l'avouer encore, mais je suis bien trans et il faut que je m'y fasse et c'est la bonne solution et c'est effectivement ce que je voulais, je l'ai toujours voulu, alors il faut assumer quoi. Ben, il y a eu un choc terrible, là. C'est ce que je comprends, c'est-à-dire Oui, que malgré le fait que vous vouliez retirer vos seins, c'était un désir profond et solide, réel et réel. solide. Ouais. Malgré ça, au lendemain de l'opération, il y a eu un choc. Il y a eu un choc, ouais. Oui, parce que passer d'une pensée à la réalité, on n'y croit pas, mais il y a quand même un décalage, quoi. Il y a quand même un décalage, et, euh, et moi, je l'ai vécu hyper violemment, quoi. Donc voilà, je crois que mon cerveau n'a pas compris ce qui s'est passé. Et, euh, et c'est vrai que ben, déjà avant l'opération, je me rappelle que j'étais assise sur le lit avec le médecin en face qui m'ouvre la blouse. Donc déjà, personne n'avait regardé mes seins comme ça depuis des années, enfin même personne quoi. Et il me dit ah je vais pas pouvoir faire cette technique, je vais faire une autre technique et puis il vient avec son stylo dessiner sur mes seins. Puis moi je me rappelle que je suis vraiment je me sens mal, je suis angoissé, je suis pas bien et j'ai juste dit mais moi je m'en fous de la technique que vous faites, mais je veux juste que vous m'enleviez ça maintenant quoi. Donc on voit que en fait si maintenant rétrospectivement je regarde, je vois qu'en fait je suis juste mal au possible et que c'est vraiment pas du tout le moment de faire une opération en fait. Parce que ben, dans un état pareil, est-ce que la décision elle est correcte et réfléchie? Je ne pense pas. Mais Ah oui. Il y avait un doute à ce moment-là. Vous aviez un doute. non, j'avais pas de doute du tout. Mais vous n'étiez pas en condition pour accepter. Rétrospectivement, je sais que j'étais hyper mal et que le fait d'être hyper mal et de dire faites ce que vous voulez, enlevez-moi ça d'une manière désinhibée, c'est pas une décision réfléchie. Ah oui. Bah oui, À l'époque, vous étiez certaine que c'était le bon choix. c'est ça. Mais maintenant, avec le recul, vous avez un autre regard. Bah oui, parce que j'étais complètement désinhibé, j'étais complètement mal, j'étais complètement. Donc, je pense pas que ça soit dans ce genre de circonstances qu'on prend les meilleures décisions de sa vie, quoi. Pourtant, autour de vous, avant l'opération, on vous encourageait à le faire. On vous en... Parce que j'ai convaincu tout le monde que c'était le cas, quoi. Parce que j'ai convaincu tout le monde que le ressenti que j'avais et que la réponse qu'on me donnait, c'était en totale causalité, quoi. Vous aviez confiance en votre ressenti Exact, et en ce qu'on proposait exact, comme solution. c'est ça. Confiance en les professionnels médicaux et confiance en mon ressenti, ouais. L'opération est un choc, la convalescence est difficile. Mhm. Et après, on s'habitue. Et après, on s'habitue. On s'habitue parce que, ben, déjà, ça cicatrise, donc c'est beaucoup. Visuellement, ça passe mieux. On peut commencer à s'habiller comme on a toujours rêvé de s'habiller. Et le regard aussi des autres change. Enfin voilà, c'est plus facile de passer pour un garçon. Enfin, c'était pas spécifiquement mon désir, hein, mais c'est plus facile de mettre le doute et de pas être sexualisé comme une fille, de pas passer pour une fille. Donc, de toute façon, pour autant qu'on passe pas pour une fille, mais que ça peut être tout autre chose que ça, c'est ok, quoi. Les seins ne sont plus l'attraction principale. Les seins ne sont plus l'attraction principale. Quand je prends des gens dans mes bras, j'ai plus cette impression que c'est ma poitrine qui vient choquer directement en premier et que ça me met mal à l'aise. Tout ça, c'est loin, c'est fini, quoi. Je peux mettre des décolletés, je peux marcher de manière beaucoup plus redressée. Donc oui, voilà, ça a été beaucoup mieux. Sauf que ben, je me sentais
pas tout à fait bien parce que je- j'avais l'impression d'être un peu bizarre. J'avais plus de seins, comme ça. Je me sentais un peu bizarre. Et du coup, 3 mois après l'opération, j'ai dit, mais en fait, faut que je dois prendre de la testostérone, quoi. Ah oui, pourquoi? Parce que je pense que j'ai eu une révélation en me disant que je suis trans, que j'ai pas voulu faire les choses dans un certain ordre, que l'association de toute façon m'a dit on fait les choses dans l'ordre qu'on veut, au rythme qu'on veut, comme on veut, qu'il n'y a pas de façon idéale de transitionner. Donc à la sortie de l'opération, j'étais pire mal. Je me suis dit bon bah en fait je suis trans et du coup, je me suis dit, en fait, il faut que je prenne de la testo, quoi. Pour aller plus loin, pour Pour vraiment se transformer. se transformer, ouais. Parce que c'était pas suffisant. La perte des seins, c'était une chose, Ouais. mais il manquait quelque chose. La perte des seins, après, je me trouvais un peu bizarre, en fait. J'avais plus de seins, mais je sentais pas un réel gros changement en soi. Et ça reflétait pas non plus totalement ce que j'étais dedans. Et le fait de voir ces filles qui prennent de la testostérone et puis qui deviennent des garçons tout mignons après, et c'est vrai que moi qui était assez anti-médicaments, assez en rejet avec tout ça, pour moi la testostérone c'était pas acceptable. Et pour finir, je me suis dit si en fait ça fait partie du processus, ça fait partie de, d'une manière d'accéder à ce que je suis au fond, quoi. Donc Un j'ai homme, pris. un homme. Il y avait cette impression que vous étiez plus homme que femme. Disons que non, moi j'ai jamais senti que j'étais un homme. Parce que je sais ce que c'est un homme, j'ai vécu avec des hommes, j'ai eu des copains, j'ai jamais senti que j'étais un homme. Par contre, j'ai toujours senti que j'étais pas une femme. Alors, ce qui se rapproche le plus de ce que je suis, c'est des hommes. Donc c'est plus facile de dire il. Parce que il, c'est pas elle. Donc ça va, il. Mais au fond, de fond, je savais très bien que j'étais pas un homme. Mais je j'étais pas une femme. Donc il faut bien quand même choisir quelque chose, quoi. Je veux dire, de ressembler à quelque chose, quoi. Vous vouliez pas rester entre les deux. Androgyne, par exemple. De toute façon, androgyne, il y a toujours la possibilité d'être une femme, quoi. Donc non, je voulais pas ça, quoi. C'était hors de question pour moi d'accepter ne serait-ce qu'un semblant de féminité en moi, quoi. Donc, les bloqueurs, la testostérone, vous avez commencé à vous injecter la testostérone. Alors j'ai commencé, l'association m'a donné une adresse d'un endocrinologue qui est d'accord de suivre des personnes trans. Donc je suis allé le voir et lui il m'a mis sous testostérone. Et ça a très vite changé. Ma voix a très vite changé, ma pilosité a changé, ma morphologie a changé. Ah oui. Ah ouais, ouais, Assez rapidement. assez rapidement, ouais. La voix très très vite. Ah ouais. Et puis la pilosité, quelques mois. Et puis le corps, moins d'une année. La répartition des graisses se fait. Et votre corps, il change, quoi. Et l'apparence masculine a commencé à apparaître d'une façon plus marquée. Et l'apparence masculine commence à apparaître de façon plus marquée, ouais. Beaucoup plus marquée, ouais, bien sûr. Bon, après, moi, comme j'étais déjà hyper imberbe, vous pouvez prendre toute la testostérone que vous voulez, ça va pas vous donner beaucoup de poils, hein. Si vous êtes une femme déjà avec une hérédité poilue, vous prenez de la testostérone, vous avez des poils partout, hein. Mais vous êtes une femme imberbe, vous prenez de la testostérone, vous ressemblez à un genet en pleine phase pubertaire, quoi. Donc moi j'ai toujours eu l'air très très jeune parce que j'avais très peu de poils, aucun poil en nulle part, pas sur le torse, en nulle part, quoi. Donc pour moi c'était assez la course. Avant c'était la course à pas avoir de poils parce qu'il fallait être une femme, puis là c'était la course aux poils parce qu'il fallait être être un peu aussi d'apparence adulte et virile, quoi. Comment se passaient vos relations sexuelles ou vos relations amoureuses? Parce que ça se poursuivait, vous aviez toujours l'attirance pour les femmes.
Oui. Comment ça s'est transformé tout ça? Bah, mes compagnes, elles m'ont accompagné. J'ai eu des compagnes pour chaque étape, hein, mes compagnes m'ont accompagné à chaque étape avec beaucoup de bienveillance d'acceptation, quoi. L'attirance envers les femmes est restée intacte. L'attirance envers les femmes est restée totalement intacte, ouais. Les femmes féminines, Oh, toujours, toujours, toujours. toujours. Oui, Ah ouais. oui. Et bon, donc la testostérone, vous en prenez pendant combien de temps? Comment ça fonctionne tout ça? Bah alors je commence le traitement, je commence à me transformer, et puis ben là j'arrive à un stade où ben, j'ai plus de seins, je ressemble à un homme, je m'appelle toujours par mon ancien prénom, et j'ai toujours mes papiers qui sont sous femme. Ouais. Donc là je me dis, bon bah là c'est le moment de changer, donc une année après je change mes papiers, et donc j'avais déjà choisi mon prénom, donc je m'appelle Lio, et ben, je prends le statut masculin, même si je sais que je suis pas un homme, je préfère ne pas être une femme. Donc le statut masculin est beaucoup plus adapté. Donc je change de mes papiers une année après. Qu'en est-il pour les organes génitaux? Parce que bon, on se fait enlever les seins, mais il reste quand même le vagin, la vulve, tout ça. Quelle relation aviez-vous avec vos organes féminins? Oh, très très mauvais. C'est-à-dire que bon ben voilà, plus vous allez vers cette transition, plus votre partie, enfin vos organes sexuels, vous les rejetez et vous les nommez aussi, vous commencez à les nommer différemment. Donc genre moi je disais pas que j'avais un clitoris mais que j'avais un petit pénis ou des trucs comme ça. Donc on commence à jouer sur le langage pour apaiser en fait ce mal-être, cette dysphorie hein, qu'on appelle, hein, cette dysphorie. Donc on va nommer les choses d'une autre manière pour que ça passe mieux. Mais c'est sûr que toute personne qui vous rappelle cela, c'est un choc très violent, quoi. Donc vous vivez dans votre bulle avec les gens en exprimant pour vous-même vos organes et en exprimant aux autres comment vous voulez qu'on ne parle ou ne parle pas de vos organes. Et quand vous vivez dans cette bulle, ça se passe très très bien. Il n'y a pas de souci, quoi. Tout le monde joue le jeu. Vous êtes dans votre bulle. Il y a pas de souci, quoi. Mais dès qu'on sort un petit peu de ça, dès que vous rencontrez des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, etc. euh, Dès que vous vous retrouvez avec des vêtements très serrés qui vont amener une apparence particulière à votre organe sexuel, dès que vous allez aller à la piscine ou quoi que ce soit, enfin il y a plein d'endroits ou de circonstances, de contextes qui vous ramènent à ça, et c'est très 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 violent, quoi. Avez-vous pensé à transformer vos organes génitaux? Oui, bien sûr, c'est la toute première, une des premières choses après que j'ai enfin m'ait dit que j'étais trans, et une des tout premiers désirs que j'avais, c'est d'avoir un pénis, quoi. Ça, c'est sûr. Et ben, le problème étant, c'est que l'opération, elle est très délicate. Moi, j'ai quand même certaines peurs de me retrouver sans sensation, sans plaisir, avec un handicap en soi, parce que si je peux plus uriner correctement, enfin, moi, j'avais quand même beaucoup, beaucoup de peur et d'appréhension. Et puis, ben voilà, même si j'utilisais pas mes organes sexuels pendant mes rapports sexuels, je ressentais quand même des choses et j'avais quand même du plaisir. Donc, en plus, enlever ça, ça me paraissait quand même énorme. Et comme j'avais un très très bon passing, c'est-à-dire que je passais très bien pour un homme, que j'avais aucun problème au quotidien, ben, pour l'instant, ça allait, quoi. Je me suis dit, j'attendrai que les technologies elles avancent, et puis d'avoir un certain âge pour me lancer dans une opération qui pourrait avoir des risques. C'était un projet C'était un projet, ouais. pour accomplir la transformation totalement. Oui, c'était un désir profond qui était retardé par des peurs, mais c'était un désir très profond. C'était une étape, l'étape finale, on pourrait dire, d'avoir un pénis. Ouais, ouais, pour moi, je pensais être accompli quand je pourrais. Ouais. Ça, on coupera aussi. C'était le fantasme. Fantasme, ouais. Ouais, ouais.
Oui, parce que ben voilà, le pénis paraît la chose ultime Oui. qu'il faut avoir et qui est valorisée socialement et qui est la sorte de Graal dans la société, quoi. Donc du coup, ouais, ouais, c'est clair que d'avoir un pénis, ça aurait été l'accomplissement, c'est sûr. Il y avait un manque. Vous sentiez le manque? Bah, je sentais le manque parce que euh, dans les rapports sexuels, on en a envie. Euh, on n'a plus envie de sentir fille, donc ça aurait vraiment contrebalancé la chose. Par contre, les femmes que vous aimiez, elles étaient lesbiennes. Alors, moi, j'ai changé de statut beaucoup de fois. J'étais hétérosexuel quand j'étais avec des garçons, après j'étais homosexuel quand j'étais avec des filles, puis après j'étais hétérosexuel quand j'étais avec des filles et que j'avais transitionné. Donc les filles qui sortaient avec moi en tant qu'homme, elles se définissaient hétérosexuelles. Donc bien Même sûr, s'il manquait l'appareil masculin. même s'il manquait l'appareil masculin, elles considéraient, donc à partir du moment où on considère, ben ça passe. Mais évidemment que la question, elle se pose sur les difficultés encore aujourd'hui à déclarer son homosexualité ou sa bisexualité et de plutôt sortir avec des personnes qui disent être trans pour être au final hétérosexuel et puis ne pas avoir trop de problèmes. On pourrait se poser la question effectivement des filles qui sortent avec des personnes trans. Mais vous étiez accepté, vous aviez des relations sexuelles épanouies, des relations amoureuses Oui, satisfaisantes. oui, oui, oui. Il y avait beaucoup d'ouverture chez ceux et celles que vous aimiez. Oui, oui. J'ai jamais eu de problème à rencontrer des personnes et à avoir des relations. Ça, j'ai pas eu de soucis. Cela dit, bah, il y avait quand même des conditions, quoi. Donc ça, on peut pas. Qui étaient acceptées, qui Qui étaient étaient acceptées, connues, qui étaient connues et qui étaient acceptées. intégrées dans la sexualité. Exactement. Il y avait des façons d'avoir des jeux sexuels différents. Tout ça C'est ça, c'est ça. était exploré, accepté. Oui. Et c'était pas un frein à l'amour. Non, c'était pas un frein à l'amour en tout cas. Non. Bon, léger quand même parce que je suis toujours célibataire, mais hein. Mais c'était pas un frein à l'amour directement, non. Est-ce que un bonheur s'installait ou bien il y avait toujours un doute que quelque chose n'allait pas? Quelque chose n'allait toujours pas. Bah oui, parce que en fait, on enlève les seins, on se sent mieux, et on prend de la testostérone, on voit que ça change, on se sent mieux, mais il y a toujours quelque chose de femme en nous, quoi. Et là, moi, ce qui commençait à maintenant à me poser problème, c'était mon utérus et mes ovaires. Ah. Ben, je veux dire, je rencontre une fille, elle est hétérosexuelle, moi je prétends être un homme, mais j'ai encore, même que c'est vrai que la testostérone a coupé mes règles, mais j'ai quand même toujours un utérus et des ovaires, quoi. Donc en soi, il n'y a pas plus féminin que ça, quoi. Il n'y a pas plus être une femme qu'avoir un utérus et des ovaires. Donc du coup, j'étais là, ça c'est... Alors voilà, il y a eu aussi tout un cheminement psychologique. Donc au début, je veux pas de testostérone, après je prends de la testostérone, après on n'a plus besoin d'être stérilisé pour changer de papier, donc c'est hors de question que je me stérilise parce que moi j'en ai pas du tout envie hein, pour avoir mes papiers, j'ai mes papiers et après bah voilà l'endocrinologue il me dit que j'aurai un meilleur passing si j'ai plus de production d'oestrogène en plus de la testostérone, si j'ai que de la testostérone je vais me transformer beaucoup plus vite. Et puis que de toute façon ça va finir par s'atrophier, et puis que si je veux pas d'enfant et que je veux vraiment que je suis pas une femme et que je prétends être un homme, il faut tout enlever quoi. Ah oui. On propose ça. On propose ça. Ouais. Au début non 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 et puis après ben voilà. On se dit qu'effectivement quoi, il y a pas de il y a pas de cohérence et puis moi je rejette toujours plus d'être une femme donc pour moi là c'est même plus il faut même plus en parler. Donc je dis oui, effectivement, il faut avancer là-dedans. Donc lui connaît une femme gynécologue qui pratique des stérilisations, enfin des ablations de l'utérus et des ovaires, hystérectomie, ovariectomie. Donc il me dit, je vais te mettre te mettre en contact avec cette personne, puis tu vas la voir et puis tu discutes avec elle. Donc voilà. Suite.
Je vais voir cette gynécologue. Moi, évidemment, je suis hyper mal avec moi-même et en même temps hyper dans cette transformation. Donc, je suis en même temps remonté à bloc et en même temps hyper mal. Et c'est hors de question, moi j'ai jamais vu de gynécologue, c'est hors de question qu'il y ait une consultation ou quoi que ce soit, quoi. Ça c'est clair. Donc on s'assied, on va à son bureau, on discute une vingtaine de minutes, elle m'explique que de toute façon elle a déjà discuté avec mon endocrinologue, qu'elle comprend la situation, que voilà, elle connaît pas bien, mais qu'il n'y a aucun souci, que si je suis mal à l'aise, qu'elle va pas m'imposer quoi que ce soit et tout, qu'elle me donne juste les directives de l'opération en fait. Elle me fait un petit dessin, je regarde, je dis ouais, je m'en fous. Enlevez-moi tout, moi je veux plus rien. Et puis elle me dit ok. Et puis en 20 minutes, on a bouclé le truc et puis on fixe la date de l'opération quoi. Et puis un peu moins d'une année après, bah, de nouveau sur le billard quoi. Puis on enlève tout quoi. On enlève l'utérus et les ovaires quoi. C'est un choix. Et vous sentiez que c'était une autre étape pour avancer Mm, dans l'effacement du féminin. c'est ça. Et quand vous dites qu'il y avait à la fois un désir et un trouble, pourquoi il y avait un trouble? Bah, à la fois, on est hyper mal avec soi-même hein, et on est dans un processus, donc il y a toujours ce mal-être, cette dysphorie, ce décalage avec les autres, ce, ce- ce- cette envie d'aboutir, d'arriver à une fin, quoi. Où après on sera bien. Et puis, ben, de l'autre côté, on est remonté à bloc, quoi. On a déjà fait des opérations, on est déjà hyper engagé dedans. La testostérone, bah, c'est de la testostérone, quoi. Donc ça vous booste. Ça, moi, j'étais beaucoup plus en colère, je pleurais plus, j'étais tout le temps très énervé, j'avais énormément d'énergie, je pouvais tout éclater, quoi. Ah ouais. Ah ouais, 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 bah, ça booste quand même. Ça reste un stimulant, quoi. Et puis ben voilà, il faut À la fois, il y avait la puissance de la conviction, et toujours ce doute, ce ce malaise. mal-être. Ce mal-être restait latent. Ouais, il restait parce que on n'est pas au bout du processus, quoi. On n'est Mhm. pas au bout, on n'est pas dans un accomplissement, on n'a pas fini, on n'est pas au stade où on se dit c'est bon là, je suis bien, je suis complète, je suis complet, je peux juste être bien et plus penser à ça, quoi, en fait. Ça n'existe pas. Manifestement, vous n'êtes pas arrivé à bout, au bout de de ce processus parce que vous avez voulu faire marche arrière. Comment s'est passé votre... Oui, alors bon, bah là, du coup, je me suis fait opérer. Il y a eu cette opération, il y a eu cette ablation des organes sexuels. Euh, bon, une opération qui s'est quand même. Bon, l'opération s'est bien passée, mais de nouveau, le réveil a été très difficile. J'ai eu des complications après l'opération, etc. Je fais un Clostridium difficile, c'était une infection bactérienne. Donc c'était hyper compliqué. J'ai eu une phase très dure. Il a fallu faire la convalescence encore là-dessus. Et puis voilà, après, on est un peu. Bah effectivement, hein, c'est vrai que sans ovaires et utérus, la transformation se fait aussi bien mieux avec la testostérone. Et puis la répartition des graisses se fait aussi beaucoup mieux aussi. Et puis voilà, là j'étais dans une forme d'accomplissement, en me disant là ça y est, je, je suis bien, je, 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 J'ai atteint quasi le maximum. j'ai atteint quasi le maximum. Il Ouais, manquait ouais. que le pénis, Il on manquait pourrait que le dire. pénis, ouais. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Et voilà, ce qui se passe par la suite, donc je vis pendant 9 ans comme ça. Quand même. Ouais. Je vis pendant 9 ans, j'ai des copines, j'ai des projets, je vis dans un cercle assez restreint, je me confronte pas trop à la société, j'avance, j'ai une petite entreprise, mes clients pensent que je suis un homme, donc tout va bien, tout roule nickel quoi. Et puis bah, en fait la dysphorie elle disparaît pas quoi. La dysphorie ne disparaît jamais quoi. Parce que en dehors de ce cercle, ça arrive que vous êtes confronté à des médecins, à des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, à des trucs qui vous ramènent à ce que vous êtes vraiment, quoi. Donc là, ça déclenche des crises. Il y a aussi cet aspect où vous avez envie de dire aux gens que vous êtes trans. J'avais envie de dire à mes clients
que j'étais pas vraiment un garçon, mais si je leur dis que je suis trans, ça veut dire que j'ai peut-être encore un vagin et que je suis peut-être une fille. Donc du coup, ça, c'était juste pas possible. Donc en même temps, vous êtes dans un... Moi, j'étais pas bien parce que je pouvais pas dire que j'étais trans parce que je voulais pas qu'on sache qu'en fait, je peux être une fille ou autre chose qu'un homme. Et en même temps, être un homme, pour moi, c'était un mensonge, quoi. Parce que ben, je suis pas vraiment un homme, quoi. Je sais ce que c'est un mec, je suis pas un mec, quoi. Et du coup, ben, j'avais toujours ce mal qui était là, et puis que je savais pas quoi faire avec, quoi. Et puis, voilà, il y avait ça, la dysphorie qui s'arrête jamais, et puis euh, j'ai commencé à entendre aussi beaucoup de discours sur, en fait, l'avancée dans le discours, dans l'argumentation de la thématique trans, en fait. C'est-à-dire que nous, on était transsexuels, et puis 9 ans plus tard, on parle de transgenre, on parle de cisgenre, on parle de... Et puis moi, je n'étais pas du tout au courant de tout ça, en fait. Et vu que ma dysphorie, elle disparaissait pas, que je me sentais toujours mal, etc., ben, et que j'étais plus du tout dans ce milieu-là, parce que moi je vivais, j'avais un métier et tout, ben, je suis allé un peu me replonger dans les assos, aller un peu essayer de me renseigner pourquoi j'étais mal, et de constater qu'en fait ils avaient super bien avancé en termes il y avait beaucoup plus de professionnels, beaucoup plus de gens qui nous soutenaient, beaucoup plus de descriptions sur ce qui nous arrivait, de façon de nommer les choses, etc. Donc moi, au début, j'ai trouvé ça vraiment super. Et puis, j'ai commencé à être confronté à des discours qui disaient une femme, c'est pas forcément quelqu'un qui a des seins, c'est pas forcément quelqu'un qui a un utérus, c'est pas forcément quelqu'un qui a des ovaires, c'est pas forcément quelqu'un qui a ses règles, c'est pas forcément quelqu'un qui peut enfanter. Donc moi, en fait, j'ai enlevé tout ça. Et la définition qu'on me fait, c'est que une femme, c'est pas forcément quelqu'un qui a tout ça. Donc en fait, moi, je peux être une femme, en fait. Vu qu'une femme, c'est pas forcément quelqu'un qui a des seins, j'ai plus de seins. Une femme, c'est pas forcément quelqu'un qui a des ovaires, j'ai plus d'ovaires. Une femme, c'est pas forcément quelqu'un. Une femme, moi, j'ai plus ça. Je peux plus enfanter. J'ai plus d'ovaires, j'ai plus de seins, j'ai plus de règles. Donc en fait, je peux être une femme. Et puis là, j'ai eu alors, la dysphorie de trop, hein, si vous voulez, parce que là, je me suis dit, j'ai fait tout ça pour qu'on me dise, en fait, t'es une femme, quoi. Donc en fait, le seul moyen que j'ai, c'est d'accepter d'être une femme, en fait. C'est d'accepter ce que je suis, en fait. C'était un choc. Ça a été un choc énorme. Dans le discours politique et militant, vous avez vécu un choc. Bah, en fait, si tout le monde peut être une femme, bah, plus personne ne peut l'être, déjà. Donc ça veut dire que tous ces hommes qui disent être des femmes, bah, ça veut dire qu'ils peuvent aussi être des hommes. Hein. Vu que on peut plus définir une femme. Si on peut plus définir ni un homme ni une femme, mais personne n'est une femme et personne n'est un homme alors. À ce moment-là, si on peut pas définir, bah, personne ne l'est alors. Donc moi, je le suis autant que je ne le suis pas, quoi, en fait. Vous voyez? Mais qu'est-ce que ça va avoir avec votre propre ressenti? Pourquoi le discours, disons, militant ou le discours de ces associations-là vous a percuté? Bah, c'est comme j'essaie d'expliquer, quoi. On nous donne une définition de ce que c'est une femme. Ouais. Moi, je veux pas être une femme, mais la définition qu'ils font de ce que c'est une femme, je peux y rentrer. Ouais. Donc vous essayez de ne plus être une femme, d'effacer tout ce qu'il y a de féminin en vous, Ouais. et on vous dit, mais tu es une femme. Tu En pourrais fait. être une femme. Ou tu pourrais être une femme, quoi. Ouais. Mais ce discours était intellectualisé. Quel lien ça avait avec votre situation personnelle? Ben, le lien, c'est de me dire que, en fait, j'ai toujours été une femme depuis le début. Oui. Et que ce que j'ai fait, je suis pas autre chose, en fait. C'était une révélation. Ah oui, oui, c'était une grosse révélation. Oui, ça a été un choc terrible de voir qu'en fait, après toutes ces opérations, je me sentais pas mieux, que je ressentais toujours la dysphorie, donc un mal-être, que au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça s'arrête, quoi, en fait? Et la seule manière de démêler tout ça, c'est de me dire, mais en fait, la seule manière d'arrêter tout ça, c'est juste d'accepter d'être ce que je suis. C'est pas d'accepter les opérations, d'accepter que les autres acceptent. C'est pas tout ça en fait. Juste c'est d'accepter que ce que je suis.
Et ce que je suis, ben, c'est juste une femme, en fait. Je suis née comme ça, simplement, quoi. Ce fut une révélation. Ce fut une révélation, ouais. De dire qu'en fait, il y a pas de décalage avec les femmes, il y a pas d'autres groupes, en fait. Révélation et soulagement? Euh, révélation, ouais. Soulagement, pas tout à fait, non. Ah, ben dans le sens que s'il y avait plus d'étiquette à s'accoler à soi-même, il y avait une espèce de libération dans les codes, dans les références. Si tout le monde peut être une femme, je peux l'être ou pas. Tout le monde peut être un homme. Vous auriez pu dire, moi je suis un homme et voilà, c'est réglé. Oui, mais bon, vu que si tout le monde peut l'être, personne ne l'est, ça commence à faire un peu. Bah, on n'est plus rien, en fait. Et moi, je ne suis pas rien, en fait. Moi, au bout d'un moment, je me suis dit, mais moi, je suis pas rien. Je suis pas rien. Et cette phrase, elle m'a énormément sonné, résonné en me disant, mais moi, je suis pas rien, en fait. Je suis pas rien. Donc, si je suis pas rien, je suis quelque chose. Si je suis quelque chose, qu'est-ce que je suis? Bah, en fait, je suis une femme. Vous êtes revenu au point de départ. Je suis revenu au point de départ, ouais. Je suis revenu au point de départ, oui. En fait, je rejetais ce que j'étais. On m'a dit, en fait, tu es autre chose. Et en fait, j'étais pas autre chose. Tout ça, c'était dans ma tête. C'était pas dans mon corps, en fait. C'était dans ma tête. Vous auriez aimé qu'on vous dise, vous êtes un homme? Non, j'aurais aimé qu'on m'aide à comprendre pourquoi je veux pas accepter d'être une fille. C'est ça que j'aurais voulu qu'on m'aide. Qu'on m'aide à comprendre pourquoi je rejette mes attributs féminins, pourquoi je rejette d'être une fille, et de comprendre comment je fais pour accepter d'être une fille, en fait. C'est ça qu'il aurait fallu faire. Et d'éviter les opérations, les ablations et tout ça. Bah, d'éviter de me faire croire que je suis autre chose que ce que je suis. C'est quand même assez fou, hein. Très simple à dire, mais ça paraît pas évident pour tout le monde, quoi. Vous Mais auriez aimé qu'on vous dise, vous êtes femme, point. ben oui, en fait, j'aurais voulu qu'on me dise pas ça comme ça, parce que ben, vu que je rejetais ce que j'étais, mais qu'on essaye de m'aider à démêler ce que, ce, ce décalage que je pouvais ressentir avec les autres filles. Comment on ressent qu'on n'appartient pas à son groupe. Sans avoir besoin de dire tu es autre chose, un homme ou un transsexuel. Sans avoir besoin de dire ça. Juste déjà de prendre le problème de base, de se dire c'est quoi qui fait que les femmes aujourd'hui elles se sentent en décalage avec leur propre groupe et que en disant qu'elles ne sont pas de ce groupe-là, elles créent une différence avec leur groupe en fait. Et je veux dire, il n'y a pas de différence. Hein, enfin, on est des femmes, il y a un groupe de femmes, il y a un groupe d'hommes. Il n'y a, y a pas de différence. Quoi. À part dans la tête, il n'y a pas de différence. Quoi. C'est intéressant. Autrement dit, on aurait dû vous guider à accepter votre condition de femme avec les bémols que vous ressentiez Mhm. et de vous dire, d'une façon ou d'une autre, vous êtes femme. Ben oui, en fait, voilà, il y a un aspect biologique, il y a des injonctions dans la société qui peuvent être cassées, comme bah, les femmes elles sont obligées de porter des jupes et du maquillage, etc. Mais je veux dire, de m'aider à trouver une manière d'être une femme, différente certes, parce que ben voilà, il y a beaucoup de femmes qui ont aucun problème avec leur problème féminin, leur habit, les injonctions, tout ça, aucun problème avec tout ça. Puis il y en a une partie qui arrive pas à, à se séparer de toutes ces injonctions sans dire qu'elles ne sont pas des femmes, quoi. C'est comme de fuir son genre et son sexe pour échapper à un trouble intérieur, on pourrait dire. Un diktat. C'est ça. Un diktat. Oui, en me réconciliant avec moi-même, en fait. Léo, donc, Parce vous auriez que, aimé qu'on en vous fait, accompagne depuis que je suis petite, je déclare et je décris des dans votre choses, dysphorie de genre en comme par vous exemple, aidant à accepter votre état féminin. oui, en me réconciliant avec moi-même, en fait. Parce que, en fait, depuis que je suis petite, je déclare et je décris des choses, comme par exemple le refus des robes, le refus du prénom, le fait de rêver d'être un garçon, le fait de sentir un décalage avec les autres. Je présente tout ça, et à un moment donné de ma vie, on me dit, ah mais en fait, tout ce que tu ressentais depuis que t'es jeune, depuis que t'es enfant,
La réponse, c'est ça, c'est la transidentité en fait. Alors que, en fait, la réponse n'est pas la transidentité. La réponse est juste que ben, je suis peut-être un petit peu différente des autres ou de la manière de percevoir le- les codes, en fait. Simplement, quoi. Il y a ma sœur, elle a mis du maquillage, elle s'habille très féminin aujourd'hui, elle a aucun problème avec ça. Et moi, ça m'a posé un gros problème. Et moi, j'ai vu depuis que je suis gamine qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Mais pas une différence physique, que physique, une différence de traitement. Je pense qu'il y a peut-être une perception plus fine depuis petite sur ce côté-là, et ça, j'ai pas du tout accepté, quoi. J'ai bien remarqué que les filles, c'était des femmes, des personnes faibles, et que les hommes, c'était des personnes fortes. Que les filles, quand elles partent dans le coin, c'est parce qu'elles doivent pleurer et bouder, alors que les hommes y réfléchissent. Il y a un tas de clichés comme ça, qu'on est petit, on grandit avec ça, et voilà, que ma mère, à chaque fois qu'elle a besoin de monter un meuble, de faire quelque chose, de déplacer un truc lourd, elle appelle un homme. Enfin voilà, alors que ma mère, c'est elle qui organise les vacances, c'est elle qui organise, qui fait la nourriture, c'est elle qui s'occupe de toutes les tâches organisationnelles et ménagères. Donc voilà, moi j'ai tout de suite, depuis petite, j'ai remarqué qu'il y avait ce- ces choses qui étaient accolées au sexe, qui donnaient un aspect plus fort ou plus faible à la personne. Et moi, c'était hors de question d'être cet être faible. Et vous auriez aimé qu'on vous guide à accepter votre état naturel et de bâtir votre vie de femme avec les contradictions sociétales. C'est ça que vous auriez apprécié, qu'on fasse de vous une femme forte, Mhm. capable de résister aux C'est ambiguïtés. ça, ouais. Ouais. Ouais, ouais, bah ouais, ouais. Et c'est pas ça qui s'est passé. On vous a proposé le chemin du changement, de la transition. Ouais, au lieu ouais, bah ouais, c'est au lieu de m'aider dans mes difficultés, de m'aider à être une femme différente peut-être un petit peu des autres, puis aussi de m'aider à... Ça y est, c'est très compliqué parce que les stéréotypes, si on parle juste des stéréotypes. Je dis, moi j'ai acheté ma première robe là, à 36 ans. Jamais de ma vie, j'aurais pensé mettre une robe. Jamais. Jamais. Mais en fait, ce que je comprends juste en étant adulte, c'est que il y a certains stéréotypes qui nous aident à juste communiquer plus facilement, à être juste plus fluide dans la société. Euh, on a des hommes et des femmes, il y a des hétéros, des homos, des bisexuels. Pour trouver quelqu'un, pour communiquer, c'est beaucoup plus facile si on sait s'il y a des hommes et des femmes. Je veux dire, moi, si je cherche un homme, ben, il faut pas qu'il voie que je suis un homme. Parce que sinon, ben, il va me passer à côté, quoi. Donc voilà. Donc il y a des stéréotypes qui sont importants dans la communication. Les femmes, elles ont besoin de savoir qu'elles ont un homme ou une femme en face d'elles, parce qu'elles vont pas communiquer de la même manière, elles vont pas être pareilles, elles vont pas faire des positions, des mimiques, elles vont pas du tout être pareilles. Donc on a besoin de savoir qui c'est qu'on a en face de nous. Pour les femmes, pour la sécurité, en règle générale pour fluidifier la communication. Ça, c'est très important. Et ça, on veut complètement détruire. Alors, ce qu'on peut détruire, c'est les stéréotypes qui sont de l'économie de marché. C'est-à-dire que les filles, si elles veulent être vraiment des filles, voilà, elles doivent être maigres, ou bon, maintenant elles doivent être pulpeuses, elles doivent avoir tel type d'habits, elles doivent avoir les cheveux d'une telle manière, elles doivent mettre des crèmes. Donc on va, en fait, toute l'économie de marché autour des stéréotypes, qui est un business énorme, ça va faire beaucoup de dégâts sur les femmes et les hommes. Énormément de dégâts. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit, parce qu'on a passé un cran au-dessus, avant, bah, il y avait des modes vestimentaires, etc. Donc les femmes bah, passaient sur ces modes vestimentaires et un jour, bah, elles avaient les cheveux longs et tout. Après, c'est un mode des cours, donc tout le monde doit se couper les cheveux. Donc on suit. Et puis bah, maintenant, vous voyez bien que c'est les lèvres refaites, le nez refait, les sourcils. Et vous voyez les filles maintenant, comment elles sont. Elles sont toutes pareilles, elles ont toutes les lèvres faites. Enfin voilà. Maintenant, bah, la mode, c'est de se dégonfler les lèvres. Donc bon, on va passer de l'autre côté. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est des stéréotypes qui amènent un business énorme et qui sont dangereux pour les femmes et pour le reste du groupe des femmes qui n'ont pas envie de, de se dire, ah, si je suis vraiment une femme, il faut que je sois comme ça.
sinon je serais pas une femme. Donc ça, c'est des stéréotypes qui sont dangereux. Mais tous ceux qui sont là pour quand même aider à fluidifier la société, moi je crois qu'il faut pas non plus tout détruire, quoi. Donc faut bien choisir ses combats, quoi. Donc moi, j'estime qu'aujourd'hui, pour revenir, je commence à avoir chaud, j'estime aujourd'hui de mettre une robe, je renforce pas les stéréotypes de genre. J'aide juste dans ma société à fluidifier la communication avec les gens et si j'ai envie de trouver un partenaire, de le trouver plus facilement en fait. C'est tout en fait. C'est de la communication. Je veux dire, si demain je veux mettre des habits hyper larges et m'habiller comme un mec, et le lendemain mettre des talons et une mini-jupe, bah, je fais ce que je veux en fait. C'est ça la liberté en fait. Je pense pas que la transition, ça soit une liberté. Hein. J'ai plus de seins, je dois me raser tous les jours, je, je dois faire des efforts monstrueux pour paraître femme. Enfin, je veux dire, je vais devoir vivre avec ce que mes choix, je pourrai jamais avoir d'enfant. Donc je pense pas que ça soit ça la liberté. Hein. La transition est un leurre. Transition est une mutilation. C'est tout. Ça ne règle rien. Ça ne règle rien. Ça ne règle rien. Et pour les gens qui disent qu'ils sont heureux, eh ben, en fait, je veux dire, être heureux, c'est pas un indicateur de choix qui sont réfléchis. Et ça veut rien dire être heureux, en fait. C'est pas un indicateur, quoi. Mais quelqu'un qui vous dirait, moi j'ai transitionné, je me sens bien dans ma peau et tout va bien, je suis accepté socialement, j'ai un amoureux, une amoureuse, vous y croyez à ça? Bah, moi, je crois que des gens qui disent qu'ils sont heureux, je pense que c'est vrai de dire qu'on est heureux, on le ressent. Enfin, je veux dire, on peut pas remettre en question un ressenti. Jamais je dirais à des gens qui sont dans un leurre. Cela dit, on sait que dans beaucoup d'emprises psychologiques, les gens sont très heureux et sont pourtant sous emprise psychologique. Donc, je veux dire, être heureux n'est pas un indicateur du fait qu'on a raison dans les choix ou dans le discours qu'on amène, quoi. Donc, être heureux, pour moi, ça veut rien dire en soi. Ça a un indicateur personnel, mais ce n'est pas un indicateur pour la société, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et à votre avis, la transition ne règle pas le malaise initial d'être mal dans son corps, mal dans son être? On n'arrivera jamais à l'ultime satisfaction, c'est ce que je comprends. Bah, il y a des gens certainement qui vont se satisfaire d'avoir une apparence et puis que c'est OK pour eux. Mais, euh, mais en fait, c'est tout ce qu'il y a autour qui va pas. C'est pas si on comptait juste sur un bonheur individuel ou un ressenti individuel, je pense que ça poserait pas vraiment de problème, cette histoire. Même croire en la théorie du genre, croire en tout ce qui se passe maintenant, croire qu'on est autre chose, c'est pas un problème en soi. Le problème, c'est la réponse, en fait. Je veux dire, c'est juste la réponse le problème. C'est la chirurgie le problème. C'est pas que les gens se sentent différents ou que les gens pensent qu'ils sont des hommes ou que les gens pensent que le sexe est non binaire. Ça, c'est pas un problème. Je veux dire, on vit avec des religieux, des gens qui ont des croyances tous les jours. C'est pas un problème. Le problème, c'est quand notre croyance, elle a un impact sur les autres ou quand notre croyance, elle a un impact sur nous-mêmes. C'est ça le problème. Quand ça reste au niveau des idées, du ressenti ou de l'habillement, c'est une chose. Oui. Mais quand on commence à toucher au corps, par les hormones et la chirurgie, là, c'est autre chose. Bah oui, je pense qu'en fait, on pourrait très bien avoir un diagnostic transsexuel, un diagnostic comment ils disent, dysphorie de genre, un diagnostic de, de non-binarité, ce que vous voulez en fait. Ouais. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on dise qu'il faut faire de la chirurgie, quoi. Le problème, c'est la prise. Le problème, c'est la prise en charge. Le problème, c'est la prise en charge. C'est tout. Pourquoi on ne pourrait pas remettre en question la prise en charge? Moi, je veux bien ne pas remettre en question la théorie du genre. Mais je vois pas pourquoi on ne remettrait pas en question la prise en charge. Ça doit rester ouvert. Moi, je veux dire. C'est intéressant de savoir qu'on peut se sentir comme on veut, l'exprimer de différentes façons, par les vêtements, par le maquillage, par les cheveux.
Mais pour vous, c'est stop. On ne devrait pas permettre à quelqu'un d'imaginer que la transformation est possible d'une façon chirurgicale et hormonale. Bah, disons qu'en tout cas, la chirurgie va faire un leurre à la personne, mais on ne peut pas imposer ce leurre à toute la société, quoi. Donc, ben, si les gens ils veulent faire de la chirurgie, qui veulent se faire poser des implants, si le corps médical est d'accord, pourquoi pas en fait. Mais ces gens-là, ils doivent payer leur opération, ça ne doit pas être quelque chose qui soit collectif. C'est pas à nous déjà qu'il n'y a pas de consensus là-dessus, c'est pas à nous de dire on paye ça. Et puis le statut homme et femme doit être protégé parce que c'est un statut de droit. Ce statut, le fait d'être une femme ou un homme dans une société, ça donne des droits. Et les femmes, elles ont le droit à avoir des espaces privés, les femmes ont le droit à avoir un sport où entre elles, elles sont concurrentes. Elles ont le droit d'avoir des espaces en prison où elles n'auront pas d'hommes non plus. Enfin, je veux dire, le statut, c'est un droit. Donc là, on enlève le droit aux femmes, déjà de se définir en tant que femmes, donc d'être des femmes, mais en plus de ça, on leur enlève les droits qu'elles ont passé des années à avoir. Si un homme aujourd'hui dit qu'il est une femme et il se fait élire en politique, est-ce qu'il y a plus de femmes en politique? Alors, je crois pas, non. Il y aura peut-être plus de trans en politique, mais il n'y aura pas plus de femmes en politique, quoi. Et tous ces trans qui disent être des femmes, ces hommes qui disent être des femmes, qui prennent les places des femmes, ben voilà. Pour moi, le problème n'est pas que de ce côté, mais les femmes qui soutiennent ce mouvement, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de détruire leur propre statut, leur propre avancée, leur propre droit. C'est un mouvement qui est vraiment antiféministe. Ce mouvement trans, c'est un mouvement antiféministe. Si vous aviez devant vous une jeune adolescente qui vous dirait je me sens mal dans ma peau, je me sens mal dans mon genre, je me sens mal dans mon sexe, quel conseil pourriez-vous lui transmettre? Bah, aujourd'hui, je peux lui transmettre absolument aucun conseil parce que le problème qu'on a, c'est que les personnes qui sont pro-trans, donc c'est-à-dire les associations, le corps médical, mais toutes les personnes qui soutiennent et qui croient en cette idéologie, c'est une idéologie simple, hein, et ben, ces personnes-là sont visibles dans les médias, à la télé. Elles ont créé des prospectus pour expliquer, aller dans les écoles, expliquer aux enfants qu'est-ce que c'est la dysphorie de genre. Donc en fait, avec tout ça, ça devient très difficile de rivaliser et de dire à quelqu'un fais attention, c'est certainement pas ça. Bah oui, parce que ben, c'est un peu comme pour moi, quoi. Une fois que vous voyez qu'il y a des gens qui existent, bah vous existez, c'est que vous existez aussi comme ça, en fait. Et puis, voilà, il y a quand même des professionnels de la santé. C'est une autorité médicale en soi. C'est une autorité, les professionnels de la santé. Enfin, je veux dire, moi, à côté d'un professionnel trans qui dit tu as de la dysphorie, il faut que tu te fasses opérer, t'inquiète pas, on va t'aider, mais moi, je ne vaux rien. Je vaux rien. Pourtant, vous avez l'expérience de l'avoir vécu. Alors, j'ai l'expérience d'avoir vécu, sauf qu'aujourd'hui, mon expérience, elle est juste, mais balayée, remise en question, ignorée. C'est juste pas possible, parce que moi, aujourd'hui, on me traite de détransitionneuse. On dit que je suis une détransitionneuse. Donc on veut déjà bien séparer les trans des personnes des trans, bien séparer ces deux choses pour bien dire oui, oui, il y a quelques personnes qui regrettent, mais ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en cause les transitions. C'est autre chose, donc je suis encore autre chose maintenant, alors que moi j'ai jamais été une femme, un trans, puis un des trans. En fait j'ai toujours été une femme, depuis le début, toujours, et puis j'ai passé par un parcours de transition que maintenant dont je ne suis plus d'accord. Mais
j'ai toujours été une femme et je serai une femme jusqu'à la fin de ma vie. Donc j'ai pas été autre chose puis autre chose, quoi. C'est vraiment juste dans la tête, quoi. Et dans les mots qu'on met pour mettre tout ça en imagination. Mais j'ai toujours été une femme, en fait. Donc je veux dire, aujourd'hui, ils essayent d'utiliser le terme détransition pour me nommer et puis pour faire de mon expérience quelque chose d'autre, mais aussi pour dire, comme tu es autre chose, tu n'as absolument pas ton mot à dire sur le bien-être des transitions, sur le fait que les gens soient heureux dans leur transition, quoi. Vous êtes vu comme un accident de parcours? Je suis vu comme un accident de parcours, ouais, peut-être, ouais. Pour eux, là. Je pense, ouais. Peut-être, ouais. Enfin, pour eux, de toute façon, on n'est pas beaucoup, et ce qui nous arrive ne justifie pas qu'il faut remettre en cause les transitions. Vous êtes en quelque sorte discrédité. Totalement, oui. Totalement. C'est pourquoi vous n'auriez pas de conseils à transmettre à quelqu'un qui, à 16 ou même 14-15 ans, serait dans un flou identitaire. Bah si, moi je veux bien donner des conseils, mais je sais pas jusqu'où ça va aller, mais je veux bien dire à ces filles que elles sont certainement un petit peu différentes des autres, de celles qui acceptent en fait de jouer le jeu dans les stéréotypes, etc. Que on peut être des filles très différentes, on peut jouer sur tous les styles qu'on veut, mais que en fait on sera pas des garçons, quoi. Et que on est en train de perdre des filles, quoi. Ces filles-là, on les perd. Elles vont ailleurs. Donc on est toujours moins de filles, quoi. Et si tout le monde fait des transitions, on va être toujours moins, quoi. Puis elles se perdent elles-mêmes. Elles se perdent elles-mêmes, elles sont jeunes, quoi. Elles cherchent des réponses. Mais qu'est-ce que je pourrais dire aux filles? D'être prudentes, de plutôt explorer leurs conditions psychiques avant de se lancer dans le train, de monter dans le train de la transidentité, de la transaffirmation, parce que c'est beaucoup ce qui arrive aux jeunes. En fait, j'ai interviewé des parents Oui, dont les jeunes sont embarqués. Mais vous avez vu, mais comment vous voulez faire? Je veux dire, il y a des professionnels de la santé, un lobby énorme maintenant. Parce que tout l'argent qui allait à la communauté homosexuelle pour la prévention du sida, tout l'argent qui allait, il va toujours aux associations gays. Sauf que eux, ils filent tout aux trans. Parce que nous, maintenant, on a le mariage pour tous. On a le sida, c'est pratiquement réglé. En tout cas, les gens peuvent avoir maintenant des rapports sexuels sans contaminer leur partenaire. On a beaucoup avancé sur le sida. Donc, il y a moins besoin maintenant. Mais l'argent coule toujours dans ces associations. Et puis, c'est les trans qui récoltent. Et puis qui font des prospectus, des conférences, des manifestations, tout ce que vous voulez, quoi. Pour dire qu'il faut faire des transitions, qu'il faut prendre les gens en charge, etc., quoi. Donc, c'est quoi la question de base déjà? J'ai oublié aussi. Ouais, putain, parce qu'on parle tellement depuis longtemps. Non, je voulais dire. On parlait de conseils. Qu'est-ce qu'on dirait, qu'est-ce qu'on dit aux filles, quoi? C'est ça, parce que. C'est de s'accepter, là. Mais oui, alors déjà, les filles, c'est clair qu'il faut s'accepter. C'est très difficile d'être une femme. C'était difficile à l'époque. On pensait que c'était moins difficile. La génération de ma mère, ils ont vécu de superbes années après le mai 68 où il y a la libération sexuelle et tout ça. Ça a été super. On a acquis des droits et tout. Donc je pense que les femmes se sont un petit peu reposées en sachant qu'en fait ces luttes, elles doivent pas s'arrêter, quoi. Et puis voilà, nous on est arrivé droit derrière en se disant il faut que je réfléchisse un petit peu là-dessus parce que là, je commence un peu à saturer. Ouais, le droit des femmes. Et, donc les femmes doivent rester vigilantes. Les femmes doivent rester vigilantes. Aujourd'hui, c'est toujours difficile d'être une fille. Il y a toujours autant d'injonctions et comment dire, d'harcèlement, de discrimination. C'est toujours pareil, hein, je veux dire, ça n'a pas vraiment changé. Il faut juste se rassembler avec les gens qui mènent nos luttes. Il n'y a pas que des gens qui veulent qu'on soit des femmes au foyer ou des hyper travailleuses, quoi. C'est pas ça que je voulais dire.
Les filles, les filles, les filles, les filles. C'est dur d'être une fille. Il faut se battre pour préserver les droits. Ouais. Attends, ça va venir, je réfléchis encore un peu. Qu'est-ce que je peux dire à ces gamines, hein? Parce que franchement, à côté de tous ces professionnels de la santé, de tout ce qui se passe sur Internet, de l'effet de mode. Oh, mais quand même, votre témoignage, il est percutant, il est porteur parce que vous avez traversé les doutes, vous avez traversé les illusions de vous changer. Il y a eu, il y a eu ça. Vous aviez l'impression qu'il y avait comme un mirage. En fait, maintenant on peut le voir comme un mirage, mais vous aviez le but de vous transformer afin d'apaiser votre dysphorie ou votre malaise. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'était un mirage. Vous êtes une femme. Et pour une jeune fille, c'était important de l'entendre. Oui, bon, bah, je fais ça pour ça aussi, c'est sûr. Mais je dois dire que aujourd'hui, d'être une jeune fille je sais pas moi, 12, 18 ans, alors que le discours et la communauté trans est extrêmement investi et extrêmement visible dans le discours public, il a même intégré les imaginaires collectifs parce que bah, la plupart des gens, ils sont OK en fait avec ça. La plupart des gens, ils sont OK. C'est pas mon sujet, moi j'y connais rien, il y a des professionnels pour ça, si la personne elle se sent mal, il faut l'aider, et puis elle sait mieux que nous ce qui est bon pour elle parce que moi j'y connais rien. Donc en fait la plupart des gens, voilà, on a tellement bazardé qu'il fallait pas discriminer, qu'il fallait pas nanana, que ben les gens maintenant ils sont OK, il y a des trans, dans l'imaginaire collectif, c'est fait, quoi. Tu veux que je te dise elle, je te dise elle, yel, les gens, ils ont intégré le concept, quoi. Donc là, d'arriver maintenant en disant, mais les gars, réveillez-vous. En fait, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est de faire sauter vos propres droits. Alors, les filles qui deviennent des garçons, elles seront jamais, jamais une menace pour un homme. Dans son travail, physiquement, dans les prisons, dans n'importe où. Nous, les femmes, on devient des hommes, mais on sera jamais une menace pour des hommes. Jamais. Ils auront encore un, ils auront encore un avantage envers nous. Tu peux prendre toute la testo que tu veux. Je vais courir maintenant avec les hommes. Je vais pas les niquer. Je vais pas les battre. Mais l'inverse, oui. Donc, je veux dire, faut quand même se rendre compte qu'on est en train de faire sauter les droits. C'est gentil de pas vouloir de vouloir être bienveillant, de pas vouloir discriminer, c'est gentil tout ça. Mais en fait, en faisant ça, c'est nos propres libertés qui sautent. Quand moi je dis à un homme t'es pas une femme, j'énumère une vérité qui est collectivement partagée, qui est biologiquement reconnue. Je suis pas transphobe. Donc si ces deux visions-là, elles cohabitent actuellement, pour l'instant, mon discours fait que je suis transphobe et que j'énumère pas des vérités. Donc ça, c'est un gros problème. À partir du moment où ce que je dirais là, actuellement, c'est juste énumérer des simples vérités, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a 1 million, 9 milliards de ressentis différents, mais pourtant, il y aura toujours que des hommes et des femmes. Que le ressenti peut pas être mis en question, certes, mais en fait, il justifie pas qu'on fasse des opérations. Enfin, je veux dire, moi je dis que des choses en fait extrêmement banales, hein, j'ai l'impression, mais je veux dire, on est tellement dans l'imaginaire collectif est tellement pris, veulent pas être discriminants, veulent tellement être bienveillants qu'on n'ose même plus dire des vérités, quoi. Vous pensez qu'on pourrait vous traiter de transphobe malgré votre parcours? Mais bien sûr. Bah maintenant, mais c'est évidemment. Moi, on m'a traité de transphobe il y a pas longtemps, hein. On m'a traité de transphobe alors que j'ai été trans. On m'a même dit que j'étais. Enfin, vous savez, on m'a tout dit, hein. On m'a dit que de toute façon, c'était pas impossible que je revienne encore une fois en arrière, donc que je redevienne trans. On m'a dit que c'était certainement une continuité en fait. C'est une continuité dans le cheminement. Ah, comme une espèce de fluidité? Oui, une sorte de fluidité, on revient, on repart, on fait un peu comme on veut, quoi. Je veux dire, on m'a traité de transphobe. On m'a dit que de toute façon, ben, c'était triste pour moi, mais en fait, j'étais certainement pas trans, et puis que ben, du coup, il y a eu une erreur, et puis ben, c'est très triste, mais voilà, simplement. Enfin voilà, on m'a déjà statué de plein de façons.
sauf de dire que je suis une femme victime d'une idéologie. Ça, il y a personne qui le dit, quoi. Ça, ça par contre, il y a personne qui le dit, quoi. Et moi, aujourd'hui, bah, j'ai porté plainte contre le psychiatre qui m'a diagnostiqué parce que, ben, pour moi, il y a des victimes et il y a des responsables. Et pour moi, je pense que c'est la seule voie qui va finir par faire que ça se calme un petit peu si des gens pensent qu'ils peuvent porter plainte ou si d'autres pensent qu'ils pourront être accusés de je sais pas, là je sais pas, De mauvais diagnostics. de mauvais diagnostics, quoi. Vous avez l'impression que la voie judiciaire pourrait faire changer les mentalités ou bien faire changer les lois? Moi, je pense que la voie judiciaire, c'est la seule bonne manière de, de, de faire changer le, 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 le- le procédé, quoi. Le processus, la prise en charge. Je pense que c'est la seule manière, ouais. Seule manière de donner la voix à certaines personnes qui sont aujourd'hui plus d'accord avec ce qui se passe et qui sont mal dans leur peau, qui sont mal dans leur vie, puis qui vont devoir vivre encore comme ça jusqu'à la fin de leur vie, et qui se disent, ben en fait, j'y ai cru, j'ai fait tout ça, et je ne serai jamais reconnu dans tout ce mal-être que j'ai vécu. Et puis de l'autre côté, ben, des personnes professionnelles qui se disent professionnelles et puis qui en fait en brigade des gens. Et, euh, et je crois que des deux côtés, on a besoin d'avoir une reconnaissance sur qui a raison et qui a tort, quoi. Ça, c'est hyper important. Maintenant, il faut que quelqu'un tranche et qu'à part l'aspect judiciaire, je vois pas qui c'est qui va trancher en fait pour dire où elle est la vérité dans cette histoire, quoi. Avez-vous confiance aux politiques pour légiférer et encadrer la transition? Bah, j'ai très très peur de l'aspect politique parce que ben c'est un peu c'est un peu instrumentalisé en fait. Enfin moi avec le discours que j'ai, on me dit que je suis de droite, que je enfin voilà que je suis extrémiste, etc. Et puis moi je pense qu'en fait la gauche ben elle doit se réveiller ou alors une nouvelle gauche doit apparaître, une gauche qui est moins je vais pas sortir de nos trop une gauche moins woke, ben, c'est ça, hein, en soi. Mais il faut qu'il y ait une autre gauche, quoi. Ou alors, ben voilà, nous on est en Suisse, des fois on vote à droite, des fois on vote à gauche. Normalement, on n'est pas censé prêter attention au parti politique, mais prêter attention à la cohérence des propos, quoi. Donc, logiquement, on devrait être assez intelligent pour dire ça c'est cohérent parce que c'est des propos qui sont cohérents et pas parce que ça vient de la gauche ou que ça vient de la droite, quoi. Que le bon sens triomphe et que la protection de la personne soit en avant-plan, que la prudence soit une vertu à mettre de l'avant, surtout pour les jeunes, parce qu'un adulte, bon, peut-être que c'est autre chose, mais les jeunes qui sont en questionnement identitaire, on devrait prôner une plus grande prudence. Euh, c'est évident que s'ils avaient jamais touché aux enfants, je pense qu'aujourd'hui on n'en parlerait peut-être pas, quoi. Donc d'un côté c'est horrible et de côté ben voilà, c'est ce qu'il fallait que ça arrive, qu'on touche à des gosses parce que ben alors ben évidemment on va aller en lutte progressive, mais il n'y a pas que les enfants qui sont péjorés dans cette histoire, il y a les femmes surtout et principalement les femmes. Mais on va commencer par les enfants et j'espère qu'après on pourra penser quand même au statut homme-femme, protéger les femmes. Et après, évidemment, que ben, des adultes, s'ils veulent payer des modifications corporelles, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ça, ce sera plus un problème. Ce sera leur choix. Ce sera leur choix. Et ce n'est pas l'État qui devrait assumer tous ces Non, frais. exactement. Et en plus de ça, nous, on doit avoir la liberté de jouer le jeu ou pas. Parce que c'est un jeu. Quand un homme il vient vers vous dire je suis une femme, tu dois m'appeler comme ça et tu dois utiliser tel pronom, moi, je suis d'accord de jouer le jeu si c'est un jeu. Si on sait qu'au final, c'est pas vraiment une fille. C'est bien un garçon qui arrive pas à être un garçon. Donc, il veut qu'on lui dise elle, parce que ça lui fait moins de peine. Ok, je vais dire elle.
Mais par contre, un homme qui vient en face de moi et qui me dit je suis une femme parce qu'en fait je suis vraiment une femme, parce que je suis comme toi, parce que je suis une femme, et tu dois accepter ça, et si tu n'acceptes pas, t'es transphobe, là, je suis pas d'accord de dire que c'est une femme en fait. C'est hors de question, là je ne joue plus le jeu. Pour moi ça c'est terminé quoi. Donc ben, je risque de faire de peine à beaucoup d'hommes et de femmes trans, mais en fait, là il faut mettre des limites quoi. C'est une nuance intéressante, à savoir le jeu ou bien l'affirmation l'affirmation sociétale, je suis une femme, faut Bah le oui, prendre mais comme... parce que genre un homme qui dit qu'il est une femme, il vient en face de moi, il dit je suis comme toi, je suis une femme, mais c'est mes droits qui giclent à moi. C'est ma liberté qui gicle. Ma liberté de dire non mais moi je suis une femme hein, en fait. Tu peux pas être une femme vu que t'es un homme, vu que moi je suis une femme. Je veux dire, donc c'est ma liberté qui est en train de partir là. Donc moi je suis pas d'accord en fait. Je suis pas d'accord. Je dis je veux bien jouer à un jeu, mais la réalité, elle est là, et cette réalité, je la franchis plus, quoi. Parce que sinon, ben voilà, on voit bien tout ce qui arrive. Hein. Les gens, ils vont dans leur sport, dans leur prison, dans leurs espaces, ils prennent leur travail. Maintenant, enfin, bientôt, ils veulent avoir des enfants, ils veulent avorter. Enfin, je veux dire, on entend tout, quoi. Il y a des hommes en Angleterre, enfin des hommes. Il y a un homme en Angleterre qui a eu un enfant, pas avec ses spermes, donc il a eu un enfant, mais comme il dit qu'il est une femme, eh ben, il a voulu allaiter, ce qui est un truc purement féminin. Hein. Ben, il a demandé à un médecin qui lui injecte un produit qui lui fait fabriquer du lait pour qu'il puisse allaiter son bébé. Ben, je veux dire, là, je veux dire, au bout d'un moment, si personne ne dit stop, ben, je sais pas moi jusqu'où on va aller, quoi. Mais je veux dire, non. Quoi, je veux dire, les femmes, seules les femmes peuvent allaiter, seules les femmes peuvent être enceintes, seules les femmes ont leurs règles, seules les femmes ont des seins, en fait. Donc voilà, il y a des vérités, et si on transgresse ça, on va vivre dans un monde totalement, socialement, totalement chaotique, quoi. Donc non, moi je suis plus d'accord du tout de jouer ce jeu, quoi. Lio Kessler, merci beaucoup pour ce témoignage Merci. euh, inspirant aussi et bonne chance pour la suite. Ah, merci, tout bon à vous. Merci. Merci.